bonjour. Moi, je suis chargée de présenter Juliette, Juliette Duquesne. Bonjour à toutes et à tous. Donc, c'est une journaliste formée à l'histoire initialement. Elle a fait ses armes à TF1 pendant 10 ans, de 2005 à 2015. Et vous étiez spécialisée à ce moment-là sur des reportages sur l'économie sociale et solidaire, donc déjà proche du terrain et des sujets qui nous occupent au GREP en particulier. Vous avez à ce moment-là, en 2012, eu un prix du reporter d'espoir pour reportage sur les circuits courts, ce qui m'intéresse totalement puisque je suis présidente du NAMAP. En 2016, vous poursuivez votre engagement en devenant indépendante. Et c'est là que vous avez l'idée, vous nous expliquerez si c'est suite à la rencontre de Pierre Rabhi ou si c'est suite à cette idée que vous rencontrez Pierre Rabhi, on n'en a pas encore parlé de ça. Vous imaginez, aux côtés de Pierre Rabhi, créer une série d'ouvrages qui s'appelle les carnets d'alerte, qui est associé à Nouveaux Médias, dans lequel vous allez, on va pouvoir retrouver des podcasts et également le site web avec des liens sur des conférences que vous faites et des reportages et des textes. Donc, le but de ce média est d'éclairer les grands publics sur les sujets qui vous paraissent prioritaires, comme, alors on a des petits livres qui sont en disposition tout à l'heure sur la table de presse, la gestion de l'eau, les excès de la finance, que j'offrirai à mon fils qui est de la finance. Et sur chaque sujet, en fait, vous prenez le temps pendant un an d'aller enquêter auprès de plus de 80, j'ai vu que pour l'IA, c'était 80 experts, donc c'est pas rien. Donc il y a un travail très méticuleux derrière toutes ces livres, avec les références bibliographiques, donc vraiment c'est une bible pour moi. Donc ça permet d'avoir une vision multisectorielle de notre société. Et c'est éclairé de cette réflexion poétique, je dirais philosophique de Pierre Rabhi, que vous allez pouvoir nous donner à votre tour une exposition des enjeux, des incompréhensions, des risques, mais également des solutions qu'on a, nous humains, face à cette technologie qui déborde sur nos vies de l'intelligence artificielle. Merci beaucoup. Eh ben, merci à vous pour l'invitation. Je vais m'asseoir, comme ça on va pouvoir échanger. On a un temps où je vous présente mon enquête et mon ouvrage, et puis après on pourra échanger avec des questions-réponses pour la deuxième partie. Donc comme Marjorie le disait, je suis moi journaliste indépendante, et donc j'ai créé cette collection de livres et ce média carnet d'alerte avec Pierre Rabhi en 2016. J'ai fait 6 grosses enquêtes, la faim dans le monde, les semences, les excès de la finance, l'eau, comme vous le disiez, la croissance, et le dernier, c'est sur l'intelligence artificielle, et il y a une partie aussi sur la pollution du numérique. On va en parler pendant cette conférence. Alors, le principe, c'est que j'interroge pour chaque enquête entre 60 et 80 personnes. Pour ce livre-là, j'ai interrogé à peu près 80 personnes. Il y a une grande partie de chercheurs, ce qui me permet d'avoir... En France, on a une recherche assez riche, donc ça même très riche. Ça me permet de pouvoir vraiment travailler... Voilà, les interroger, lire les travaux de recherche. Il y a toute une partie où j'interroge aussi les entreprises, les associations, voilà, à peu près tous les acteurs des sujets. Alors, pour le sujet sur l'intelligence artificielle, je n'ai pas pu avoir tous les acteurs, et c'est une des premières enquêtes où je n'ai pas tous les acteurs, parce que les GAFAM, dont on va parler quand même plusieurs fois pendant ce sujet, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, n'ont pas accepté de me répondre, comme les grandes banques sur la finance. C'est les 2 seules enquêtes où je n'ai pas eu tout le monde. Pour toutes les autres enquêtes, même sur les semences, j'ai réussi à interroger Monsanto, par exemple. J'ai interrogé Veolia et Suez sur l'eau, même si parfois on a de la langue de bois, j'ai quand même réussi à échanger avec eux pendant 2-3 heures, vraiment d'avoir des échanges riches tout de même. Et c'est vrai que je vous donne cette information avant de commencer la conférence, parce que je trouve que c'est révélateur sur le rapport à la démocratie, où il y a seulement 2 enquêtes où je n'ai pas pu avoir tous les acteurs, donc la thématique sur l'intelligence artificielle et la thématique sur les excès de la finance avec les grandes banques. Alors, il faut reconnaître quand même que sur l'intelligence artificielle, Google et Facebook
ont tout de même répondu à certains points. Je les ai eu au téléphone et j'ai eu quelques informations, quelques chiffres et quelques données. Et moi, le principe, c'est normalement, je passe 2 heures où voilà, on parle avec la personne. Je trouve que c'est important parce que même si c'est de la langue de bois, moi, j'écris différemment. Je trouve que c'est important de se confronter et d'avoir les différentes personnes. Alors, on va commencer cette conférence par… alors, est-ce qu'on a les infographies derrière? Oui. Il faut basculer. Donc, ça se met. Alors, comme ça, je fais une parenthèse. Quand j'ai enquêté sur l'intelligence artificielle, j'ai été dans des instituts 3IA universitaires. J'ai été voir et c'était pendant la Covid, en fait. Et donc, j'ai interviewé des chercheurs c'était souvent des endroits où ils maîtrisaient l'intelligence artificielle parfaitement. Et à chaque fois, il y avait des problèmes sur l'informatique de base quand je les interviewais pour la visioconférence de base, des choses toutes basiques. Il y avait plein de problèmes pour accéder et parler aux personnes. Donc, je trouvais ça assez symptomatique et intéressant par rapport à l'enquête. Alors, le premier point de cette enquête, c'était de définir l'intelligence artificielle. Et ce n'est pas si facile que ça, de définir l'intelligence artificielle. J'ai interrogé pas mal de chercheurs sur ce point. Alors d'ailleurs, toute la première partie de Pierre Rabhi, donc on l'a présenté rapidement tout à l'heure, mais Pierre Rabhi, je pense que vous êtes plusieurs à le connaître, donc, qui est décédé il y a peu de temps, agroécologiste, qui était très éloigné des ordinateurs, mais c'est lui aussi qui avait choisi cette thématique parce que justement, ça l'intéressait, ce rapport à la technologie. Et donc, lui, d'ailleurs, toute sa première partie dans l'ouvrage, toute l'introduction est justement sur la différence entre intelligence et aptitude. Et il dit, lui, souvent que, voilà, dans l'introduction, il le dit de façon beaucoup plus poétique que moi dans l'introduction, mais il dit justement que les êtres humains ont beaucoup d'aptitudes et ont réussi pendant ces dernières dizaines d'années et siècles à améliorer considérablement leurs aptitudes, mais que parfois c'est loin de l'intelligence humaine, voilà, que certaines innovation et progrès n'apportent pas forcément plus d'intelligence humaine et plus de sensibilité. Ils distinguent les deux. Et donc, dans la première partie de cette enquête, on essaye de définir l'intelligence artificielle. Alors, c'est vrai que je pense qu'à peu près tous les chercheurs que j'ai interrogés étaient d'accord sur le fait que intelligence artificielle, ce n'était pas forcément le meilleur terme qu'on ait trouvé pour définir ce que fait aujourd'hui l'intelligence artificielle, parce que ce sont surtout des ordinateurs qui sont capables de traiter énormément de données, faire des calculs importants et avoir voilà, une capacité importante de réaliser des calculs et de mémoire. Et donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, les ordinateurs sont capables de traiter 10 milliards d'opérations en quelques secondes et 100 000 milliards d'opérations en une journée. Donc, ce sont surtout des ordinateurs super puissants capables de traiter des milliards de données. Donc, c'est pour ça que certains préfèrent parler d'intelligence augmentée, d'imitation artificielle, plutôt que d'intelligence artificielle, parce que ça ne reproduit pas l'intelligence humaine. Les ordinateurs sont capables de faire des choses que nous ne savons pas faire et inversement, nous, on sait faire des choses que les ordinateurs ne sont pas capables et ne seront certainement jamais capables de faire. Donc, il y a cette différence à faire. Alors, le terme intelligence artificielle est tellement entré dans les coutumes et dans le débat médiatique qu'on utilise ce terme aujourd'hui qui n'est pas forcément le plus approprié. Après, il y a toute une partie, alors j'essaye je vois que le temps passe déjà vite, je suis très bavarde, et donc je vais quand même passer un peu vite sur certains points et vous pourrez me reposer des questions à la fin et bien sûr explorer dans l'ouvrage. Mais c'est vrai qu'il y a toute une partie aussi, est-ce que tous les algorithmes sont où commence l'intelligence artificielle dans le numérique et est-ce que tous les algorithmes deviennent ou sont de l'intelligence artificielle? Tout le monde n'est pas d'accord pour mettre le curseur au même endroit. Certains disent que dès qu'on est dans le numérique, ça va être de l'intelligence artificielle. Plusieurs chercheurs disent que c'est plutôt les algorithmes qui utilisent des heuristiques. Alors, l'heuristique, ça veut dire que c'est les algorithmes, ce sont les algorithmes qui vont permettre de choisir pas la bonne solution, mais une bonne solution dans un temps de calcul acceptable. Ça veut dire que en fait, les programmes d'intelligence artificielle,
ils permettent de résoudre des problèmes de manière qui ne serait pas possible de le faire dans un temps de calcul raisonnable. Il faudrait trop de temps de calcul, donc ils ne choisissent pas la meilleure solution, mais une des meilleures solutions. Comme votre GPS, quand vous choisissez votre chemin, il va choisir une meilleure solution. Mais là, forcément, la meilleure solution. Donc ça, c'est voilà, une subtilité pour certains chercheurs que j'ai interrogés. Après, il y a différents types d'algorithmes. C'est pareil, là, on rend différents types aussi de programmes d'intelligence artificielle. Ça, on rentre plus dans le détail aussi dans l'ouvrage. Il y a ceux qui essayent de reproduire les raisons de la décision humaine, et il y a ceux qui vont plutôt être basés sur les données, donc plutôt l'historique de la décision humaine. Donc c'est la plupart des algorithmes d'intelligence artificielle aujourd'hui sont plutôt basés sur les données, où ils vont reproduire la décision humaine, mais selon l'historique et pas selon les raisons. Donc il y a deux types de programmes d'intelligence artificielle. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'intelligence artificielle, comme je disais, elle ne reproduit pas la même chose que l'intelligence humaine. Tout simplement, par exemple, un enfant, il lui faut regarder 2-3 photos pour savoir si c'est un chat ou un chien et apprendre que c'est un chat ou un chien, alors qu'un programme d'intelligence artificielle, il va falloir des milliers de photos pour savoir que là, c'est un chat, que là, c'est un chien, donc c'est différent. Et il y a un chercheur que j'ai interrogé qui s'appelle Daniel Gossens, peut-être certains le connaissent parce qu'il est aussi un auteur de bande dessinée reconnu, et qui m'expliquait que ce qui était difficile aujourd'hui de reproduire en intelligence artificielle, c'est le sens commun. C'est comment nous, au fil des années, on arrive à s'y retrouver parmi toutes les connaissances que nous arrivons à acquérir, un peu comme un acrobate, on arrive à savoir, à s'y retrouver parmi toutes les connaissances que nous avons au fil des années. Et ça, un ordinateur ne sait pas le faire. C'est ça qu'ils ont du mal à reproduire en intelligence artificielle. Alors, j'ai aussi interrogé Luc Julia, qui est le co-créateur de Siri. Vous voyez ce que c'est Siri, le logiciel de reconnaissance vocale d'Apple. Et lui, alors, je vais vous citer sa phrase parce que je la trouvais pas mal, justement, sur l'intelligence artificielle. Il nous expliquait comment ils avaient fait Siri. Donc, il me dit, lorsque Siri ne comprend pas, elle ne s'avoue pas tout de suite vaincue, elle change de conversation ou elle raconte une blague. C'est l'une des raisons pour lesquelles le public l'a aimée. Nous savons qu'elle n'était pas intelligente. Il a fallu lui donner un peu de stupidité. Nous l'avons fait de façon artificielle pour qu'on ne soit pas étonné de ses réponses parfois un peu stupides. Nous avons peut-être fait une erreur car en lui donnant cette humanité, nous avons fait croire que Siri était plus intelligente qu'elle ne l'est réellement. Donc, je trouvais son témoignage intéressant parce qu'en expert de l'intelligence artificielle, je trouvais ça intéressant. Alors, bien sûr, on en reparlera tout à l'heure des limites de l'intelligence artificielle. C'est sûr qu'il n'y a bien sûr pas tout ce qui est intelligence émotionnelle, le langage qui passe par le corps quand on rencontre un autre être humain, tout ça, bien sûr, dans les ordinateurs, c'est surtout des machines capables de traiter des données et d'avoir d'importantes capacités de mémoire. Alors, il y a un autre point qui a été intéressant dans cette enquête. C'est vrai que moi, au début, quand j'ai commencé, comme je faisais l'enquête avec Pierre Rabhi, qui est quand même connu pour ne pas être… en tout cas, on coécrit les ouvrages. Donc, je me suis dit peut-être que certains spécialistes vont se dire, comme il n'était pas reconnu pour aimer particulièrement la technologie, ou en tout cas avoir certaines réticences, que peut-être certains chercheurs en intelligence artificielle allaient être un peu, pas vouloir répondre à mes questions. Alors, pas du tout. Au contraire, j'ai eu aucune difficulté pour interroger de nombreux chercheurs en intelligence artificielle, et tout simplement parce qu'ils étaient ravis de casser les mythes autour de l'intelligence artificielle, souvent véhiculée par mes confrères journalistes, je le concède, et aussi par tout un marketing autour de l'intelligence artificielle où on va survendre beaucoup de performances de l'intelligence artificielle. Et c'est souvent… Je pense qu'il y a plusieurs raisons à cela, au fait de se faire un peu peur parfois avec l'intelligence artificielle. Je pense qu'il y a des raisons
un peu parce on baigne un peu dans ces récits de science-fiction, dans ces films que nous pouvons voir avec peut-être des machines qui vont prendre le pouvoir dans 20-30 ans, alors qu'on en est très loin et pour certains spécialistes, on n'y arrivera même jamais. Donc, je pense qu'il y a ce côté-là. Et puis, je pense que les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, jouent un peu aussi à nous faire peur avec ces sujets-là pour qu'on parle moins des risques insidieux liés à l'intelligence artificielle, les risques plus actuels que je vais dérouler au cours de cette conférence. Et donc, je pense que ça arrange aussi certains qu'on parle plus de cette crainte d'une intelligence artificielle consciente, cette IA forte, comme on l'appelle. Je pense que c'est parfois aussi entretenu médiatiquement. Et, ah oui, d'ailleurs, je voulais vous donner ce chiffre qui est intéressant. En Europe, ça c'est un chiffre que j'avais trouvé dans une des études que j'ai consultées, j'en ai consulté pas mal, et en Europe, 44% des startups de l'intelligence artificielle n'utiliseraient pas d'intelligence artificielle dans leurs solutions alors qu'elles le prétendent. Parce qu'en fait, on survend certains programmes parce que ça fait bien d'utiliser de l'intelligence artificielle. Et je voulais d'ailleurs aussi vous lire un autre témoignage. Alors, je prends parce qu'il est dans l'ouvrage, page 43. C'était encore Luc Julia qui... C'était intéressant parce que donc, Luc Julia, vous me suivez, c'est le co-créateur de Siri, du logiciel d'Apple, et qui m'expliquait à un moment, je trouvais ça intéressant sur Elon Musk, que tout le monde connaît, qui joue beaucoup sur tous ces mythes autour de l'intelligence artificielle. Et donc, il me dit, Luc Julia confirme les méfaits de ces contre-vérités quand on joue un peu à se faire peur avec l'intelligence artificielle. Je peux parler d'Elon Musk parce que je le connais. Est-il un génie du marketing? Oui, évidemment. C'est également un visionnaire de produits, mais il ne connaît strictement rien en intelligence artificielle, rien. Lorsqu'il affirme « j'ai créé une compagnie qui fait de l'intelligence artificielle et qui nous remplacera, nous mettrons des puces dans le cerveau », ça s'appelle Hollywood. Le problème, c'est que lorsque Elon Musk s'exprime sur l'intelligence artificielle, le public le croit, car ils ont une présence médiatique. Donc ça, c'est intéressant aussi de voir un peu comment c'est entretenu médiatiquement. Ce que je me suis aussi rendu compte lors de cette enquête, et ça, il y a plusieurs personnes qui m'ont alerté là-dessus et que j'ai vu au fur et à mesure, c'est ceux qui donc l'intelligence artificielle, mais aussi les détracteurs, ceux qui en ont peur, les deux, souvent prétendent les deux que l'intelligence artificielle a des pouvoirs qu'elle n'a pas en fait. Les détracteurs comme ceux qui prônent l'intelligence artificielle. Et ce qui est dommage parce que ça nous empêche de parler de tout la réalité de l'utilisation des programmes d'intelligence artificielle d'aujourd'hui. Et ça, c'est vrai que je l'ai vu dans les deux parties, on va dire, dans les deux parties que j'ai interrogées. Et c'est un peu... Je pense que les deux partagent une croyance un peu naïve dans la force propre de la technologie, en fait. On donne trop de pouvoir à la technologie et donc on fait moins attention aux usages et aux usages actuels. Et ça, c'est un point aussi qui a été délicat dans cette enquête. Moi, je suis journaliste, donc j'aime voir concrètement aujourd'hui où on utilise de l'intelligence artificielle. Et j'avais beaucoup de mal à déceler à chaque fois ce qui va être fait dans le futur de ce qui est fait déjà aujourd'hui. Comment on s'en sert déjà dans les entreprises actuelles. Et à chaque fois, de faire cette différence entre aujourd'hui et demain, c'était assez délicat à faire parce qu'à chaque fois, on vous dit demain, on va pouvoir faire ça avec l'intelligence artificielle. Oui, mais aujourd'hui, dans vos entreprises, comment vous l'utilisez? Ça, c'était plus difficile à avoir comme information. Je trouvais ça assez révélateur et intéressant, ce point-là aussi. Alors, un point qui montre aussi, qui est intéressant, moi qui m'a intéressée dans cette enquête, que l'intelligence artificielle, elle est loin d'être autonome, c'est que derrière les programmes d'intelligence artificielle, il y a beaucoup d'êtres humains. Alors, il y a des êtres humains qui font les algorithmes, c'est-à-dire là des mathématiciens brillants, on en a beaucoup en France d'ailleurs, qui font tous les algorithmes et qui sont plutôt la partie diplômée supérieure, mais on a aussi toutes les petites mains
pour collecter les données, pour faire marcher cette intelligence artificielle. Donc là, dans l'ouvrage, on a recueilli des témoignages en Chine, notamment, de personnes qui faisaient travailler l'intelligence artificielle. Donc là, c'était par exemple quelqu'un qui collaborait pour une grande entreprise chinoise et lui, il réalisait le marquage du visage humain. Donc, il m'explique que, alors il a expliqué, pour être tout à fait transparente, à un journaliste, j'ai fait appel c'était pendant la Covid, donc c'était difficile d'aller en Chine. De toute façon, c'est très difficile de faire le métier de journaliste en Chine. Et donc, j'ai fait appel que j'ai mis beaucoup de temps à le trouver, mais j'ai fait appel à quelqu'un de sérieux en Chine qui a fait des témoignages pour moi et pour l'enquête. Donc là, c'est un témoignage qui a été recueilli par ce journaliste. Et donc, il me dit, je réalise un marquage. Donc ça, c'est quelqu'un qui a une petite main et qui travaille pour une entreprise chinoise d'intelligence artificielle. Et il dit, je réalise un marquage du visage humain. Mon travail consiste à étiqueter un visage selon une méthode à 29 points afin que la machine puisse reconnaître les différentes parties du visage. C'est une tâche vraiment répétitive. Alors, on a plusieurs témoignages comme ça dans l'ouvrage. Ça s'appelle les micro-tâches, les micro-travailleurs qui vont être là pour faire fonctionner l'intelligence artificielle, soit là faire un marquage du visage, mais ça peut être aussi pour les données, notamment. Là, par exemple, là, on a fait d'autres témoignages. C'était très loin de la Chine, c'était au Burkina Faso, d'étudiantes qui récoltaient plutôt là les données, édition de factures, etc. Et c'est des petites tâches qui sont payées. Alors, 40 tâches, là, c'est en Burkina Faso, sont payées 12,84 €. Donc, ces exemples un peu aux quatre coins du monde, alors au-delà de l'aspect social qu'on traite un peu plus en profondeur dans l'enquête, ça pose la problématique, ça montre aussi que, comme je vous le disais tout à l'heure, que derrière les programmes d'intelligence artificielle, il y a des personnes qui travaillent et notamment ces micro-travailleurs. Et donc, certains disent aussi que ça polarise le travail avec des gens surqualifiés, très qualifiés en tout cas, et des personnes plutôt sous-qualifiées, des micro-travailleurs qu'on trouve aussi en France. J'ai des témoignages, il y a aussi des micro-travailleurs en France. Et ça nous amène à la question de l'emploi, parce que ça, c'est un débat aussi dans cette enquête. Est-ce que l'intelligence artificielle va faire disparaître tous nos emplois? Donc, il y avait une étude en 2013 qui a fait un peu peur en disant 47% des emplois aux États-Unis risquent de disparaître d'ici 10 ou 20 ans. Donc, il y a eu cette étude qui avait fait un peu peur à tout le monde. Bon, quand on creuse un peu plus et en ayant interrogé plusieurs économistes, sociologues sur ces sujets, il y a plusieurs études sérieuses qui montrent que c'est plutôt 9% des emplois qui seront automatisables en moyenne dans les 20 prochaines années, mais par contre qu'environ la moitié des travailleurs seront confrontés à la nécessité de s'adapter considérablement à des changements dans leur travail à cause, notamment liés à l'intelligence artificielle au cours des 15 prochaines années. Donc ça, c'est un chiffre qui fait quand même assez consensus dans les différents, auprès des différentes personnes que j'ai interrogées. Et comme je vous disais tout à l'heure, on en revient à ce sujet-là, ce qui a été difficile parfois de savoir, et je pense que ce qui est difficile aussi de savoir pour les personnes qui travaillent sur ces sujets-là, c'est que parfois on survend le fait qu'on utilise de l'intelligence artificielle pour survendre le produit qu'on va vendre. Et par exemple, il y a des chercheurs qui ont montré qu'en 2019, Google Duplex, qui est un assistant vocal automatique qui réalise entre autres les réservations de restaurants. Ils ont montré que 25% de ces réservations étaient réalisées en fait par des humains, alors que c'était pas dit en fait, pour survendre le point. Alors, je vais essayer d'avancer parce que je vois le temps qui passe et je vais essayer de vous faire un état des lieux. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a une partie de l'enquête qui a été consacrée à l'état des lieux de l'intelligence artificielle, où on utilise de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Je vais essayer, je vais pas tout le détailler parce que dans l'ouvrage, bien sûr, je le détaille plus. On utilise de l'intelligence artificielle aujourd'hui déjà beaucoup dans la santé. Alors notamment pour tout ce qui est radiographie, détection de mélanome, etc. Donc ça, on a besoin de beaucoup de données pour entraîner l'algorithme. Mais là, il y a des
voilà, j'ai interrogé plusieurs personnes qui nous expliquaient que ça fonctionnait bien. On l'utilise aussi, par exemple, dans la santé. Il y a par exemple des logiciels qui vont permettre aux médecins, pour une ordonnance un peu complexe, de plus voir les interactions entre les médicaments. Donc ça, par exemple, il y a des programmes d'intelligence artificielle qui font ça, ou pour aussi mettre en place un protocole de cancer complexe. Ça peut être fait aussi aidé en tout cas par des programmes d'intelligence artificielle. Bien sûr, sur la santé, il y a plein de points qui sont très, on va dire, pour lesquels il faut faire attention. Tout simplement les données qui sont très sensibles, avec une réglementation particulièrement stricte sur ce point-là. Il y a bien sûr aussi la prise de décision qui doit revenir au médecin, mais on est souvent très influencé par un programme d'intelligence artificielle qui va donner, on va dire, un diagnostic ou aider le médecin. Alors, on sait que c'est au médecin, normalement, d'avoir la décision finale, mais la question peut se poser. Alors, il y a un autre risque important au niveau de la santé, notamment aux États-Unis, mais ça pourrait venir ailleurs aussi, c'est plus on utilise de données et de programmes d'intelligence artificielle, c'est qu'on pourrait dire, bon, bah voilà, alors selon la génétique, selon comment vous vivez, vous avez plus le risque d'être malade, donc vous allez payer plus cher votre mutuelle pour être remboursé, etc. Donc, il y a des vrais risques et des vraies dérives qu'on aborde un peu plus dans l'ouvrage. Donc, bien sûr, on traite de ces sujets-là. Dans l'ouvrage, on traite aussi de l'agriculture. Je vais passer un peu vite parce que sinon, ça va aller trop vite. Je vais parler toute la soirée, mais on en parle un peu aussi de toutes les données qu'on peut et les capteurs qu'on peut mettre dans les champs. On parle bien sûr de tout l'aspect militaire qui utilise pas mal d'intelligence artificielle et notamment certains chercheurs des fois redoutent que ce qu'ils peuvent trouver puisse être utilisé à des fins militaires. Et alors là, pour vous donner peut-être un seul chiffre, il y a une étude qui a montré que le taux de victimes civiles tuées par des drones était 10 fois plus élevé que celui des avions américains, donc notamment à cause du faible niveau de qualité des informations sur lesquelles reposaient les frappes des drones. Donc en fait, là, c'était des programmes qui utilisaient de l'intelligence artificielle, mais comme la qualité des informations était mauvaise, le fait de faire des frappes par des drones était tuer plus de civils que si ça avait été fait par des avions. Donc ça, c'est une étude américaine. Donc on peut voir du coup que ça peut avoir des effets néfastes. On fait un point aussi dans l'enquête sur la voiture autonome. Et alors, c'est un point où en fait, j'ai eu plus de difficultés que ce que je croyais à déceler, à avoir des informations précises, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux financiers et c'est beaucoup lié aux industriels de savoir où on en est par rapport à la voiture autonome. Alors, ce qui est ressorti des différentes personnes que j'ai interrogées, c'est que oui, on va vers une voiture qui est de plus en plus autonome, mais on n'arrivera jamais au dernier stade de la voiture totalement autonome, notamment en ville, dans un circuit fermé, bien sûr, on peut, mais dans une ville, sur le rond-point des Champs-Élysées, où on ne peut pas déceler quelqu'un qui va traverser au dernier moment, ça sera plus délicat. Après, sur un point qui a fait peu débat pendant l'enquête, c'est sur toute la partie l'intelligence artificielle qui va un peu surveiller des machines, c'est-à-dire l'intelligence artificielle qui va être dans une usine pour déceler une panne, l'intelligence artificielle qui va déceler des fraudes, qui va réussir à déceler une fraude bancaire parce qu'il va avoir une anomalie par rapport aux données, il va tout de suite déceler la fraude. Ça, pratiquement toutes les personnes que j'ai interrogées étaient d'accord sur le fait que ça marchait plutôt bien à ces usages-là. On arrivait à déceler la panne et que voilà, ça fonctionnait plutôt bien. Il y a un autre point, par contre, qui a fait beaucoup plus débat, c'est l'usage de l'intelligence artificielle. Ah, alors, comment ça ? Ah non, je pensais que j'avais mis l'infographie, je ne l'ai pas mise. L'usage de l'intelligence artificielle dans les ressources humaines. Donc, en France, il y aurait 11% des directeurs de ressources humaines qui utiliseraient des outils d'intelligence artificielle.
Et ça, on n'est pas au courant, notamment, c'est plus dans des grosses entreprises que dans des PME, c'est plutôt des grosses entreprises. Et ça, par contre, c'est plus critiqué parce que voilà, votre CV peut être classé par un programme d'intelligence artificielle. Par exemple, si vous faites une vidéo, si vous avez un cheveu sur la langue, vous pouvez être mal répertorié ou parce qu'on va faire de l'analyse de votre voix, on va faire de l'analyse de sentiments et on sait que ça marche assez mal en intelligence artificielle. Et le problème, en plus, c'est qu'on n'est pas informé qu'on utilise de l'intelligence artificielle pour nous classer, par exemple, en premier avant d'être reçu par les ressources humaines. Donc ça, c'est un point qui fait plus débat, qui fait beaucoup plus débat dans ce sujet. Voilà. Après, ce qui est pas mal ressorti, ça c'était intéressant dans les différentes personnes que j'ai interrogées, comme je disais tout à l'heure, c'est que ça fait bien d'utiliser des programmes d'intelligence artificielle et que des fois les multinationales, notamment, veulent les utiliser sans savoir vraiment dans quel but. Donc, j'ai interrogé par exemple Muriel Garnier, qui a dirigé pendant longtemps les systèmes d'information chez Areva. Et elle me disait, les multinationales de la technologie ont beaucoup de pouvoir. Elles influencent parfois le top management de grands groupes en lui faisant miroiter des solutions miracles. Le top management vous impose ensuite l'utilisation d'un algorithme ou d'un logiciel. Le problème est que cela coûte cher sans toujours rapporter d'économie. Le personnel le rejette parfois et dans ce cas-là, le top management dit que ce sont les responsables techniques qui ont choisi. Donc voilà, je trouvais ça intéressant, c'est son témoignage sur ce point-là. Et ça me rappelle aussi que pendant l'enquête, j'avais été à l'Institut, alors c'est un Institut 3IA à Sophia Antipolis qui regroupe notamment beaucoup de chercheurs en intelligence artificielle et j'ai assisté à une réunion entre eux et Thales, donc l'entreprise Thales, et quelqu'un qui venait les solliciter parce qu'il voulait créer un espèce de comptoir d'intelligence artificielle où les entreprises pourraient, si elles voulaient résoudre un problème par des programmes d'intelligence artificielle, elles auraient un comptoir d'intelligence artificielle et toutes les entreprises pourraient aller là-bas et résoudre leurs problèmes. Et donc, le chercheur à qui on parlait de ce problème-là disait que c'était impossible pour l'instant de réaliser une plateforme comme celle-ci. Donc, c'était Charles Bouveron à l'Institut 3IA. Il me disait de Sophia Antipolis, il peut être possible de réaliser une plateforme qui sera utile pour quelques exemples très précis. En revanche, il est complètement illusoire de penser qu'elle sera utilisable pour tout problème. En intelligence artificielle, des programmes d'intelligence marchent très bien, mais par contre, c'est l'arbre qui cache la forêt. Des milliards de problèmes ne sont pas résolus. Et le travail des chercheurs est encore immense, me disait-il. Et donc, c'est impossible pour lui d'avoir comme ça un comptoir ouvert à toutes les entreprises. Alors, il y a un autre endroit où les programmes d'intelligence artificielle ont pris leur ampleur, c'est dans tous les algorithmes, on va dire, plutôt de prédiction. Ceux qui vont aider les multinationales à orienter même, par exemple, leurs chiffres, de savoir dans quoi ils doivent investir, leur marquer. Alors, pour vous donner un exemple très concret, j'ai interrogé une entreprise qui, elle, aide à prédire le chiffre d'affaires de telle ou telle entreprise l'année d'après à base de données. Et là, par exemple, ils m'expliquaient il y avait un film Star Wars qui était sorti et ils avaient prédit à l'entreprise quelle figurine allait le plus être vendue. Voilà, à la base de données et pour savoir les usines, et comme ça, elles essayaient de se préparer à vendre telle ou telle figurine. Donc ça, on appelle ça plutôt des algorithmes de prédiction, mais souvent, ça permet plus une analyse de la situation passée que de véritables prédictions. Et donc, là, on reviendra un peu plus tard parfois aux limites de ces algorithmes-là, mais c'est vrai que les erreurs peuvent être assez importantes dans ces algorithmes de prédiction. Et d'ailleurs, Philippe Besse, qui est là aujourd'hui, et j'en profite, qui est un chercheur spécialisé dans ces thématiques à Toulouse, m'expliquait que les taux d'erreur de prédiction d'achat étaient facilement de l'ordre de 20% dans ce qu'il avait pu étudier dans ces algorithmes dits de prédiction.
Et comme il est là ce soir, j'en profite pour le remercier parce que quand je fais mes enquêtes sur ces thématiques, j'interroge beaucoup de personnes, etc. Et je tiens, des fois les journalistes ont un peu mauvaise réputation en n'étant pas assez précis et pas assez précis dans leur travail. Et moi, je tiens à cette rigueur tout en essayant de rester grand public. Et donc, je fais relire chacune de mes enquêtes à plusieurs chercheurs. Et Philippe Besse a gentiment relu ce livre-là. Et donc, je le remercie parce que c'est important, quand on enquête comme ça, on essaye de recouper l'information. Et il faut essayer d'être grand public. Moi, je ne suis pas chercheuse en intelligence artificielle ni en informatique, mais c'est ça qui est intéressant. Pour moi, le rôle du journaliste, c'est d'être médiateur et d'essayer d'avoir une vision globale de la situation. Mais être accessible au grand public, c'est aussi être précis. Et moi, je ne pourrais pas faire mon travail s'il n'y avait pas ce travail qui est fait avant par les chercheurs. Et notamment ces relectures pour chacune de mes enquêtes, les chercheurs ou les spécialistes sont vraiment précieuses. Donc, voilà, je le remercie pour cette relecture. Et donc, pour revenir au sujet, c'est vrai que ce que j'ai senti, en fait, c'est que quand j'ai fait cette enquête, c'est que dans les multinationales, il y avait cette volonté d'essayer de prédire l'avenir, quoi, de se dire je ne vais pas me tromper, les mathématiques, grâce à ces algorithmes, vont me dire sur quoi je dois investir, dans quoi je vais devoir aller, et que ça les rassure, mais c'est pas après, ils peuvent se tromper, ces programmes d'intelligence artificielle. Et donc, c'est vrai que c'était intéressant. Et alors ça, c'est un sociologue, Dominique Cardon, qui m'expliquait, et lui, il disait que une dynamique centrale dans nos sociétés qui n'est pas du tout liée au numérique, c'est qu'on voudrait toujours maîtriser l'avenir. Il y en a qui le font par les marabouts, d'autres par l'intelligence artificielle. On a envie absolument de connaître l'avenir. Je trouvais ça intéressant parce que c'est vrai que j'ai ressenti ça. J'avais été à un salon intelligence artificielle et c'est vrai on sentait qu'il y avait ça, quoi. Là, on va réussir grâce à toutes ces données de prédire l'avenir. Mais par exemple, moi, quand j'ai fait cette enquête, c'était en plein milieu de la Covid. Aucun programme d'intelligence artificielle n'avait prévu la Covid et ça a bien sûr changé beaucoup de programmes d'intelligence artificielle parce que ça avait changé la réalité. Alors, en faisant cette enquête, et comme j'avais pas mal enquêté sur la finance, j'ai vu beaucoup de liens entre ce qui avait été fait dans la finance il y a 20 ans avec ce qui est en train d'être fait aujourd'hui. Il faut savoir que ceux qui font d'ailleurs toujours les algorithmes dans la finance, ce sont les mêmes qui travaillent aujourd'hui dans l'intelligence artificielle dans de nombreux secteurs. En France, on est particulièrement bon dans ce domaine. On a des très bons mathématiciens qui sortent des écoles et qui font ces programmes d'intelligence artificielle. Et c'est souvent des étudiants qui se dirigeaient beaucoup dans la finance avant, encore aujourd'hui, mais qui ont élargi maintenant et qui vont aussi dans d'autres secteurs de la société. Et moi, j'ai vu énormément de liens entre ce qui a été fait dans la finance il y a 20 ans et de ce qui est fait aujourd'hui dans l'ensemble de la société. Alors, je m'explique. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, on a mis dans la finance progressivement beaucoup de mathématiques et beaucoup d'ordinateurs qui ont acheté et vendu les actions directement sans que l'humain entre en jeu. Et à l'époque, quand j'avais enquêté sur la finance, j'avais interviewé un mathématicien qui s'appelle Nicolas Boulot, qui avait fait partie des premiers mathématiciens, notamment en France, à mélanger les maths et la finance. Et lui, il me disait, je regrette d'avoir mis ça en place parce qu'aujourd'hui, au lieu d'évaluer des entreprises, d'aller directement dans les entreprises, on regarde des ordinateurs et ce sont des algorithmes qui décident si on va vendre ou acheter des actions. Il faut savoir que maintenant, en France, près de la moitié des transactions, elles sont faites à la microseconde sur les marchés financiers. Ça veut dire qu'on peut vendre et acheter des actions à la microseconde. Ça s'appelle le trading haute fréquence. On en est même venu dans les marchés financiers, à ce que pour aller plus vite, on passe parfois pas par la fibre, mais par des micro-ondes dans l'air. Et parce qu'on gagne, j'ai les chiffres, oui, c'est ça, on gagne 1 milliseconde sur 1000 kilomètres quand on passe par l'air plutôt que quand on passe par la fibre. Donc, en fait, on va aller plus vite que le concurrent, c'est ça le but. Et ils se sont rendus compte que quand il fait mauvais temps, on repasse par la fibre, on ne passe pas par les micro-ondes, et ben les marchés financiers fonctionnent mieux
quand il fait mauvais temps que quand on passe par les micro-ondes. Bon, c'est intéressant parce que ça montre les méfaits d'une telle rapidité. Et pourtant, sur les marchés financiers, parce qu'on cherche tout le temps la liquidité, donc quand je dis la liquidité, ça veut dire qu'on cherche qu'à tout moment, toute action ou obligation puisse être vendue. C'est ça la liquidité. Ça veut dire que sur les marchés financiers, il y a une sorte d'idéologie de se dire il faut qu'à tout moment, comme ça rassure l'investisseur, il faut à tout moment, toute action puisse être vendue ou achetée. Et alors, pour certains économistes, pas tous, il y en a qui trouvent ça très bien et d'autres qui disent bah non, au contraire, parce que ça rend l'entreprise beaucoup plus fragile et très court-termiste, parce que ces actionnaires peuvent changer rapidement et ça peut être dangereux pour l'entreprise. Mais cette liquidité, moi, ce que je me suis rendu compte en faisant cette enquête, c'est que cette liquidité, le fait que tout puisse être acheté ou vendu à tout moment, on l'a fait sur les marchés financiers, mais on est en train de le faire sur l'ensemble de la société. On voit bien qu'aujourd'hui, à travers les sites Internet et des algorithmes, on va nous pousser et on rentre ou pas dans le jeu, mais à vendre, et il faut que tout puisse être vendu ou acheté à tout moment. Et même la rencontre amoureuse doit être liquide grâce à des applications et on va pouvoir savoir juste à côté de soi qui est là. Donc, tout doit entrer dans cette liquidité. Donc, moi, je ne m'en étais pas rendu compte à ce point-là avant de faire cette enquête de ce lien entre ce qui a été fait dans la finance il y a 20 ans et ce qui est fait actuellement sur l'ensemble de la société. Sauf qu'entre les deux, en plus, il y a quand même eu la crise des subprimes. On a vu l'impact que pouvait avoir cette mathématisation, cette algorithmisation et cette rapidité sur les marchés financiers. Il n'y a pas que ça, mais ça faisait quand même en partie, c'était une des raisons de la crise des subprimes. Et on n'a pas vraiment réformé les marchés financiers. Alors, ça pourrait faire une toute autre conférence, donc je ne vais pas rentrer que là-dessus. Mais on est en train, en plus de l'appliquer à l'ensemble de la société. Donc, j'avoue que quand moi, j'ai vu ce point-là, je trouvais ça particulièrement inquiétant, le fait. Et en plus, ce qui était dommage, c'est que je trouve que c'est un sujet dont on parle peu, qui, moi, me paraît essentiel parce qu'on applique vraiment les mêmes principes. Je vois le temps qui passe, je suis très bavarde, il y a encore plein de points à parler, donc j'ai envie de vous parler. Donc, en tout cas, il y a un point où on voit vraiment ce lien entre les marchés financiers et l'intelligence artificielle, c'est dans la publicité. Quand j'ai enquêté sur ce sujet, j'ai interrogé notamment quelqu'un qui m'a bien expliqué qu'aujourd'hui, quand vous vous connectez à Internet, votre profil, il est mis aux enchères. Et il est mis aux enchères, pas à la microseconde comme le trading haute fréquence, mais à 120 millisecondes, ce qui est quand même assez rapide aussi. Et ils se sont inspirés, ils m'ont dit, quand je les ai interrogés, des pratiques sur les marchés financiers. Eux, ils me disent même, oui, il faudrait qu'on aille plus vite et qu'on atteigne la microseconde, en fait. Donc, ils se sont vraiment inspirés des mêmes principes. Et donc, ça, là, quand on voit le lien entre le trading haute fréquence et les ventes aux enchères de publicité ciblée, c'est vraiment les liens sont vraiment très forts. Et j'ai interrogé pour cela, alors quelqu'un qui a bien voulu me répondre, mais de façon anonyme. C'est quelqu'un qui travaille chez Criteo, qui est la plus grande entreprise française de ciblage publicitaire, donc qui récolte les données. Et lui, il m'expliquait, pour vous donner un ordre d'idée, nous recevons 100 milliards de requêtes pour afficher des publicités sur les téléphones par jour, soit à peu près 15 par habitant sur Terre. Il serait impossible de le faire manuellement. Voilà pourquoi tout est réalisé par des algorithmes. Donc là, il m'expliquait, alors le témoignage est plus long dans l'ouvrage. Alors même si la publicité ciblée, le fait que ça marche, beaucoup disent que c'est surévalué, que le marché de la publicité ciblée aujourd'hui est surévalué, qu'on pense la publicité a un impact, mais le fait que la publicité ciblée, plusieurs personnes disent que c'est un marché qui est surévalué actuellement. Bon, ça c'est un point sur lequel on pourra revenir dans les questions si vous avez, mais je trouve ça intéressant parce que c'est un peu comme une bulle, quoi. Il y a certainement trop d'investissements qui sont faits sur cette publicité ciblée, mais en tout cas, il faut quand même savoir que le fait qu'aujourd'hui, notre numérique soit financé et l'intelligence artificielle, que des grands acteurs de l'intelligence artificielle comme Facebook et Google soient financés par la publicité, ça a un impact, parce que la publicité, c'est considérablement accru. Notamment, il y a plein d'entreprises qui ne faisaient pas de publicité à la télévision, mais qui en font dans le numérique. Et nous avons
325 milliards de dollars qui ont été dépensés en publicité ciblée dans le monde. Donc, c'est assez considérable, à tel point que certains disent qu'on extrait notre attention, hein, que c'est une économie de l'attention et qu'on extrait notre attention un peu comme on a pu le faire, comme on le fait pour le pétrole, quoi. C'est une ressource, l'attention, c'est devenu une ressource avec tous les effets qu'on peut voir. Alors, c'est vrai que alors ça, c'est peut-être un peu, c'est moins lié à l'intelligence artificielle directement, c'est plus lié au modèle économique. Et j'ai interrogé plusieurs acteurs du numérique libre, c'est-à-dire éloignés des GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, et notamment Tristan Nitto, qui était l'ancien directeur du moteur de recherche français indépendant Quant. Et lui, il m'expliquait que voilà, une bonne partie du problème là provient de la gratuité. Nous pourrions mettre en place des services de très bonne qualité, peu chers et respectueux de l'usager si ce dernier y payait. Et lui, il estime que Facebook, ça coûterait 2 à 3 euros par an pour un usager à la place d'avoir cette publicité ciblée. Mais là, c'est un choix plus, on va dire, lié à l'économie. Après, dans la problématique de la publicité, il y a aussi toute la problématique des données, hein. Il faut savoir que le marché de la donnée, c'est 400, alors je n'ai pas mis le chiffre, 400 milliards au sein de l'Union européenne, donc c'est considérable. Alors en Europe, on a quand même une déréglementation, même s'il y a encore beaucoup de travail et que vous avez certainement l'impression, comme moi, d'être considérablement ciblé quand vous allumez votre ordinateur. Il faut savoir qu'on a quand même une déréglementation les plus ambitieuses au monde avec le fameux RGPD, le Règlement général de la protection des données, qui est notamment piloté par la CNIL en France, hein, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, que j'ai interrogée pour cette enquête. Alors, elle n'est pas encore totalement appliquée, cette réglementation, mais normalement, alors si on arrive tout à bien paramétrer, surtout son compte Google, son compte Facebook, et à chaque fois qu'on clique sur le bon point, etc., je pense que c'est très, très compliqué à faire. On peut limiter le ciblage publicitaire, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Ça s'est un peu amélioré depuis que j'ai fait mon enquête, mais elle est quand même pas du tout ancienne, hein, elle est sortie l'année dernière, mais ça s'est un peu amélioré, mais peu. Et pour vous donner un chiffre, c'est une étude qui date de 2020. Il y a encore 10 applications, elles transmettent les données des utilisateurs à au moins 135 structures. Donc, ça montre quand même que c'est un vrai marché, en fait, et que dans les données, il y a des données très sensibles, comme l'orientation sexuelle, les croyances religieuses, la consommation de drogue, les opinions politiques. Donc, on voit que c'est un enjeu quand même important. Alors, c'est vrai qu'en plus, la réglementation européenne des RGPD, elle ne fonctionne pas si la donnée, elle est anonymisée. Et c'est très difficile, en fait, de rendre une donnée totalement anonyme. En fait, avec très peu de données, on peut reconnaître qui est la personne. Donc, il y a ce point-là qui est très sensible sur la réglementation européenne. Et l'enjeu est assez considérable, hein, parce que j'avais interrogé plusieurs personnes qui estimaient que la valeur publicitaire de quelqu'un, elle est divisée par 3 quand on n'est pas ciblé, en fait. Quand on refuse tout, notre valeur publicitaire est divisée par 3. Donc, forcément, c'est un enjeu important. Alors, il faut savoir, ça, on va en reparler aussi encore quelques autres fois, c'est que, bien sûr, le problème, c'est d'avoir une réglementation ambitieuse, mais après, il faut les moyens pour mettre en place cette réglementation et qu'à la CNIL, ils sont seulement une trentaine de personnes pour contrôler tous les sites web. Donc, il y a bien sûr encore beaucoup de manquements, même s'il y a quand même des amendes, hein, il faut reconnaître qu'il y a des choses qui sont mises en place, mais en plus, c'est vrai que les chiffres d'affaires sont tellement colossaux qu'il y a encore un petit peu de travail pour avancer. Je vois que le temps passe, donc je vais peut-être faire quelques raccourcis, mais comme ça, je vous donne un peu les différents points, puis vous pourrez revenir pendant le débat sur ceux que vous voulez approfondir.
moi, ça me tient à cœur parce que j'ai mis beaucoup de temps d'ailleurs à trouver ce journaliste en Chine qui veuille bien travailler pour une journaliste française, c'est un journaliste chinois. J'ai réussi à contacter par des correspondants journalistes français qui travaillaient en Chine, donc j'ai mis beaucoup de temps à le trouver parce que les journalistes chinois ne veulent plus travailler pour des médias, notamment des médias français. Mais j'ai réussi à le trouver et c'est vrai que pour ce sujet-là, je ne voyais pas comment faire une enquête sur l'intelligence artificielle et ne pas traiter le cas de la Chine, qui est quand même la première dictature numérique au monde, hein, qui utilise des outils de surveillance pour surveiller les citoyens. Et c'était intéressant parce que lui, il m'a fait des témoignages anonymes, comme c'était pour l'écrit, il y avait moins de peur, les Chinois avaient moins de peur de s'exprimer. Et on a notamment interrogé une famille chinoise et des fois, je trouve, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, c'est mon ressenti que parfois en France, on pense que les Chinois sont un peu plus acquis, se révoltent un peu moins contre ces outils technologiques que dans la culture chinoise, ça serait un peu plus acquis, voilà, que pour eux, ça serait moins grave d'utiliser ces outils technologiques. Et quand on les interroge de façon anonyme, etc., on sent que voilà, on a récolté plusieurs témoignages, dont un étudiant qui me disait nous, on fait attention à ne pas livrer trop d'informations. Je pense qu'au sein de la société moderne, nous sommes devenus une chaîne de chiffres. Et voilà, il dit l'inquiétude liée à la surveillance et à l'utilisation des données n'est pas seulement réservée aux pays occidentaux. Et j'ai interrogé, et c'est vrai que je ne sais pas si, bon, je vais pas tout détailler, mais vous savez qu'en Chine, on utilise le fameux crédit social. C'est une note qui est donnée aux Chinois. Alors, c'est pas, contrairement à ce que certains disent, c'est pas une grande intelligence artificielle qui note tous les Chinois. C'est assez différent selon les régions. C'est plus ou moins informatisé. Ça n'en reste pas moins dangereux parce que ça peut quand même avoir des impacts dans la vie des citoyens chinois. Ils peuvent parfois ne pas prendre l'avion s'ils sont mal notés, pas pouvoir s'inscrire à telle école privée parce qu'ils sont mal notés. Donc, ça a un vrai impact, hein, même si c'est pas, comme certains ont pu le dire, une grande intelligence artificielle qui gère et qui note les Chinois. Après, mais là, par exemple, j'ai le témoignage de quelqu'un qui m'explique que dans la rue, ça vous avez peut-être déjà entendu parler, par exemple, si vous traversez la rue au mauvais endroit, on peut avoir votre nom qui s'affiche avec la photo dans la rue tant que vous n'avez pas payé l'infraction. Bon, bah ça, quand on interroge les citoyens, nous qu'on a interrogés, ils trouvent ça quand même dramatique qu'on en arrive là. Et bien sûr, sans parler du cas des Ouïghours, qui est donc ce peuple musulman, où là, c'est bien plus dramatique. Et là, je trouvais ce témoignage que j'ai fait de Dilnur Reyhan, qui est la présidente de l'Institut Ouïghour d'Europe. Et alors, je vais lire sa citation parce que je la trouve vraiment très intéressante. Attribuer cette acceptation de la surveillance à la culture chinoise, c'est exactement ce que cherche le gouvernement chinois. La dictature chinoise a toujours expliqué aux Occidentaux que leur culture est différente. En réalité, personne ne veut être dirigé. Tout être humain aspire à vivre librement. Certes, la population chinoise n'est pas encore connue pour son esprit rebelle, mais elle est dirigée d'une main de fer par un régime dictatorial depuis 70 ans. C'est raciste de réduire la population chinoise à un ensemble de personnes obéissantes. Non, elle n'est pas de nature obéissante. 70 ans de régime l'ont transformée. Je trouvais que c'était intéressant parce que ça replace un peu les choses aussi. Et elle m'expliquait bien sûr, et d'autres, plus précisément, les outils qui sont utilisés contre les Ouïghours. Donc là, il y a des QR codes devant les portes, il y a de la reconnaissance faciale. Et là, je parle juste des outils, bien sûr, numériques. Il y a des choses bien plus graves, à tel point que plusieurs parlent de génocide sur place. Donc ça, c'est sûr que là, on peut qualifier de la première dictature numérique au monde. Alors, c'est sûr que nous, en Occident, ce sont surtout les multinationales qui utilisent ces outils-là, mais tout de même, je fais un point aussi dans l'enquête sur tous les outils qui sont utilisés par l'État. L'État aussi utilise des outils numériques, même si on est beaucoup plus surveillé par les GAFAM que par l'État. Ça, c'est sûr, en Occident. Mais bon, c'est vrai que j'ai interrogé, par exemple, l'association La Quadrature du Net, qui milite beaucoup et qui fait attention aux usages que l'État fait, notamment des outils numériques. Et eux, ils m'expliquaient que voilà, on peut choisir d'être usager de Facebook, mais on ne peut pas choisir d'être citoyen français et de ce que l'État va utiliser comme outil numérique.
Donc là, il y a notamment plusieurs, là je ne vais pas rentrer dans le détail parce que sinon je vais être là jusqu'à 8 heures ce soir, mais il y a plusieurs points qui sont en question aujourd'hui. Il y a bien sûr toujours beaucoup d'expérimentations autour de la reconnaissance faciale, donc ça, la quadrature du net, pardon, attaque régulièrement l'État pour des expérimentations qui sont faites sur la reconnaissance faciale. La France aussi a été plusieurs fois attaquée parce qu'elle garde toutes nos données de connexion pendant 1 an. Elle demande aux fournisseurs d'accès Internet de le faire. Et ça, on a été condamné plusieurs fois par la Cour de justice européenne. Et alors, moi, il a été difficile de savoir dans l'enquête exactement ce que fait l'État de nos données et surtout comment elle interconnecte les données entre les différentes administrations. C'est vrai que c'est difficile de le savoir et c'est peut-être ça le problème en fait, c'est la transparence sur ce sujet-là, elle est quand même assez limitée. Et c'est vrai que sur l'informatique, et je pense que ça on l'a tous, on le rencontre tous un petit peu, ça peut vite rendre un peu paranoïaque en fait, parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui est fait derrière. Et le risque, et ça c'est alors Benjamin Bayard qui est un peu, c'est le fondateur de la Quadrature du Net, cette association qui fait attention à l'usage des technologies. Et il me disait, la surveillance généralisée de la population a un coût. Je ne parle même pas du coût financier, mais du coût humain. Elle rend le monde paranoïaque. Le bénéfice est-il supérieur au coût? La surveillance traumatise les gens, elle les rend fous, elle génère de la paranoïa. On ne sait plus ce qui est vrai de ce qui n'est pas vrai. Et lui, pour lui, il y avait un vrai risque pour la démocratie aussi sur ça, en fait, sur la paranoïa. Et c'est vrai que moi, pendant l'enquête, alors j'ai dû interroger à peu près toutes les personnes sur ce sujet-là. Voilà, parce que tout le monde me pose la question. Je pense que vous êtes déjà tous posé la question. Vous parlez de quelque chose. Et après, vous voyez la publicité ciblée sur votre téléphone. Alors, même Benjamin Bayard et Tristan Nitto, vraiment des acteurs du libre, hyper consciencieux, m'ont dit que ce n'est pas possible que votre téléphone soit sur écoute, tout simplement parce que la batterie ne pourrait pas prendre toutes ces données. Eux, ils disent qu'ils ont déjà tellement de données que ça entrecroise des recherches que vous avez pu faire avant, etc. et que c'est pour ça que ça apparaît. Par contre, les enceintes connectées, oui. En fait, quand c'est branché, les enceintes connectées, là, elles peuvent prendre les données. Mais donc, eux m'ont assuré qu'avec le téléphone portable, ce n'était pas possible. Il y en a plusieurs. Il y a une étude américaine qui le montre aussi. Mais voilà, en tout cas, ce que je trouvais intéressant, c'est que ça crée de la paranoïa à l'informatique parce qu'on ne sait pas ce qui est fait derrière. D'ailleurs, normalement, par exemple, une décision prise par Parcoursup ou autre, on peut demander, en France, c'est dans la loi, même si ce n'est pas forcément respecté, mais on peut demander comment avoir la transparence, c'est dans la loi normalement. Voilà. En tout cas, je trouvais ça intéressant parce que ce coup sur la démocratie, il est important et il est important sur le côté paranoïa, mais il est aussi important sur la polarisation des débats. On sait comment les réseaux sociaux qui utilisent de l'intelligence artificielle peuvent polariser les débats. Pour mon enquête, j'ai interrogé, par exemple, Guillaume Chalot. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est quelqu'un qui a fait partie de ceux qui ont créé en tout cas, ils étaient plusieurs à travailler, mais l'algorithme de YouTube. Et lui, il montrait que ça polarisait les débats et que ça favorisait notamment les fake news. Et il a montré que pendant l'élection de Donald Trump, voilà, ça avait favorisé à 80% des vidéos politiques qui favorisaient Donald Trump parce que c'était en fait plutôt des vidéos qui exprimaient la colère, et donc les algorithmes favorisaient ces vidéos-là. Alors depuis, YouTube a fait un travail et il faut reconnaître qu'aujourd'hui, ce n'est plus seulement ces théories du complot, que ces théories du complot ont été réduites à 70%, mais c'est toujours... Maintenant, ils ont mis un autre en fait, facteur dans l'algorithme et ça favorise les médias plus traditionnels dans l'algorithme de YouTube. Mais maintenant, même les médias traditionnels, pour être visibles sur YouTube, vont être plus polarisants parce que c'est ça qui va être mis en avant. Après, ce qui est difficile dans ces débats-là, c'est de savoir, l'algorithme, il encourage, on va dire, on va être plus attiré
par des posts qui vont être liés à la colère et ça va amplifier ce phénomène-là, en fait. Donc, qu'est-ce qui vient de nous et qu'est-ce qui vient de l'algorithme? Les deux s'entremêlent, en fait. C'est difficile de distinguer exactement l'un de l'autre. Mais il faut savoir, pour vous donner 2-3 chiffres sur ce point-là, que les fake news ont 2 fois plus de chances d'être relayées sur Twitter et le sont 6 fois plus rapidement, et que la colère aussi se propage beaucoup plus rapidement. Et après, les fake news, ça peut être pour des raisons politiques, mais ça peut être aussi pour des raisons tout simplement de faire du flux. Et les GAFAM ont besoin de ce flux-là. Donc, elles ont des fois un peu un discours un peu paradoxal sur ce sujet-là, parce qu'elles disent oui, on va réduire les fake news, mais elles ont besoin aussi d'un flux d'informations et de données qui vont faire du clic. Donc, c'est un peu le point, un point important. Alors, je vois que peut-être là, on pourra peut-être, je vais laisser un peu de place pour les questions. J'ai toute une partie intéressante sur voilà, est-ce que le problème, c'est les GAFAM ou est-ce que le problème, c'est aussi l'État qui a laissé les GAFAM prendre autant de place? Alors, on sait qu'aux États-Unis, il y a eu parfois des débats pour essayer de dire qu'il fallait démanteler les GAFAM qui avaient pris notamment Google et Facebook, qui étaient devenus des empires beaucoup trop importants. Il faut savoir qu'il y a des lois antitrust assez fortes aux États-Unis qui avaient elles ont déjà été mises en œuvre dans les années 70 dans le secteur de la téléphonie, donc ça pourrait être mis en place. Donc, il y a des débats actuels en disant que les GAFAM sont devenus beaucoup trop puissants. Donc ça, j'ai toute une partie dans l'enquête sur ce point-là qui me semble est intéressant. Après, nous avons aussi toute une partie sur les limites de l'intelligence artificielle. Et moi, c'est un point qui m'a intéressé. Ça revient plus à tout à l'heure, ce dont on parlait sur les erreurs parfois qu'il peut y avoir de prédiction, sur le fait qu'on peut-être des fois... Peut-être aussi parce qu'on a une mauvaise connaissance des mathématiques et de comment est fait l'intelligence artificielle. On ne prend pas assez de précautions face aux résultats qui sont donnés par ces outils numériques. Et moi, c'est vrai que pendant l'enquête, il y a quelque chose moi qui suis plutôt une littéraire, qui écrit des livres, je n'étais pas mauvaise en maths, mais enfin, j'ai plutôt fait des études d'histoire, donc très éloignée des mathématiques. Je trouvais ça intéressant quand on a tous ces données-là, on les transforme en chiffres, puis après en codage informatique. Et comme la réalité est très complexe, même si les algorithmes sont très complexes, forcément, on va figer la réalité. C'est parce qu'on schématise la réalité quand on passe d'un langage à l'autre, en fait. Et que ce n'est pas neutre, en fait, de passer de ce langage à l'autre. Après, bien sûr, ça dépend ce qu'on en fait, comme tout. Mais je trouvais ça intéressant que l'usage, le fait de passer des mots aux chiffres puis au codage informatique, le langage qu'on utilise a forcément un impact en fait sur la façon dont après on va interagir avec tous ces programmes d'intelligence artificielle. Et qu'il faut après, on voit bien que déjà aujourd'hui, on interagit de plus en plus avec des programmes d'intelligence artificielle. Et c'est pour ça qu'il y a un philosophe qui s'appelle Jean-Michel Beignet qui dit que j'ai interrogé pour cette enquête, qui lui dit que le risque, ce n'est pas que demain, les machines prennent le pouvoir, mais que nous, à force d'interagir de plus en plus avec des machines, on simplifie notre langage, on devienne des machines à force d'interagir avec des machines. Et je trouvais ça intéressant parce que c'est vrai que le risque est peut-être des fois de devoir convenir à une case, en fait. Normalement, un être humain s'adapte un peu plus, pas tous, mais normalement, s'adapte un peu plus que quand on doit interagir avec une machine. Donc, je trouvais ce point intéressant, même si les mathématiques sont des outils formidables. Je ne suis pas en train de dénigrer du tout les mathématiques. Là, j'ai un témoignage d'un mathématicien qui disait les mathématiques sont fantastiques et magnifiques, mais comme tous les langages, elles ont leurs limites. Et peut-être que c'est parfois, on est un peu aveuglé par ces usages et par la façon de les utiliser. Et que ça peut avoir un impact sur... Parce que quand on formalise, forcément, on enlève un peu de l'unicité de chacun. C'est pour ça qu'on avait décidé d'intituler cet ouvrage « L'humain au risque de l'intelligence artificielle ». Et c'est vrai qu'il y a même des changements qui peuvent être physiques. Il y a des études à Londres qui ont montré que les taxis qui utilisaient un GPS
avaient un hippocampe plus petit, plus atrophié que ceux qui n'utilisaient pas le GPS. Alors, c'était pas irréversible, mais je trouve ça intéressant. Il y a plusieurs études qui ont montré ça à Londres. Ça avait un impact même sur notre corps physiquement, en fait, parce que on faisait moins travailler certaines parties du cerveau. Donc voilà, je trouvais ce point-là intéressant. Après, il y a une autre limite dont on n'a pas parlé des programmes d'intelligence artificielle, c'est tout ce qui est lié aux biais et aux discriminations. On sait que notamment, comme l'intelligence artificielle, elle est basée sur des données, ils peuvent reproduire les discriminations qui sont présentes dans la société. Je vais vous donner un ou deux exemples. J'accélère un peu parce que je vois le temps qui passe. Il faut qu'on ait du temps pour le débat. Et donc, en 2015, je vais vous donner cet exemple. Il y a un algorithme qui était censé faciliter le recrutement. Et donc, il proposait davantage des CV d'hommes. Et quand c'était des CV de femmes, c'était des CV qui étaient surqualifiés parce qu'en fait, il reproduisait par rapport aux données les données qui lui avaient été données, justement. Et après, il y a un autre point sur la reconnaissance faciale. Les taux d'erreur sont 10 à 100 fois plus élevés pour les personnes originaires d'Afrique et d'Asie de l'Est. Et donc ça, c'est parce que souvent, les algorithmes vont être entraînés sur des hommes blancs, donc forcément, ça va moins marcher. Il faut savoir qu'on a tendance dans le débat à mélanger reconnaissance faciale et authentification. Authentification, ça va marcher très bien parce que votre visage, il est déjà dans l'ordinateur ou dans le téléphone. Mais par contre, la reconnaissance faciale, c'est reconnaître un visage parmi des millions si le visage il est mal éclairé, etc. Là, il y a beaucoup plus d'erreurs qui sont réalisées. Hein. On fait un point aussi dans l'enquête sur ce point-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup voudraient plus qu'on réglemente l'intelligence artificielle. Par exemple, certains réclament un moratoire comme il y a à Boston ou à San Francisco sur la reconnaissance faciale en Europe, sur l'analyse des sentiments aussi, qui ne sont pas pour plusieurs personnes que j'ai interrogées pas assez performants, qu'on puisse aussi avoir plus de précision plus de transparence sur comment sont faits ces programmes d'intelligence artificielle, qu'on vous indique aussi, comme je disais tout à l'heure, si les ressources humaines utilisent des programmes d'intelligence artificielle, que vous soyez au courant. Donc voilà. Et donc au niveau européen, je vais essayer d'être rapide et efficace sur ce point-là, mais au niveau européen, il y a en ce moment une réglementation qui est en cours sur l'intelligence artificielle. Et justement, pour essayer, peut-être comme on pouvait le faire, c'est Philippe d'ailleurs Bess dans l'enquête qui donnait cette comparaison, de dire qu'on pourrait essayer de faire comme pour les médicaments. Aujourd'hui, on autorise les médicaments avant la mise en vente des médicaments avec une notice, les taux les effets indésirables, etc. Ce qui serait intéressant, et c'est en réflexion actuellement au niveau européen, c'est de mettre en place une réglementation plus stricte sur et qu'on débatte avant de savoir si oui ou non on autorise ces programmes d'intelligence artificielle et qu'on ait aussi les taux d'erreur, etc. On pourrait mettre ça en place parce que dans beaucoup de sujets technologiques, on a ce problème-là, c'est qu'on débat, une fois que la généralisation de l'utilisation d'un outil, on débat des méfaits au mieux d'en débattre avant, comme si c'était obligatoire, on devait forcément aller dans cette, moi et d'autres appellent, une fuite en avant technologique. Donc voilà, cette réglementation, elle est en cours. Ça ne va pas concerner tous les programmes d'intelligence artificielle, mais seulement ceux à haut risque. Et bon, c'est en cours pour savoir exactement quels vont être les critères, etc. Au niveau européen. Et il faut savoir que pour l'instant, ils ne prennent pas beaucoup en compte l'impact environnemental. Et je vais terminer sur ce point-là avant de passer aux questions, parce que ça me semble quand même essentiel qu'on fasse un point sur l'impact environnemental, parce que même si l'intelligence artificielle en tant que telle, ce n'est pas ce qui aujourd'hui pollue le plus, mais je vais quand même faire un point sur la pollution et là élargir un peu et faire un point sur la pollution du numérique, parce que l'intelligence artificielle utilise beaucoup d'équipements, utilise beaucoup de capteurs pour récolter les données, etc. Et c'est toute la fabrication de ces équipements qui polluent le plus dans le numérique. Alors, il faut savoir que, là, j'élargis un tout petit peu
et sur le numérique, parce que si le numérique était un pays, donc là, c'est quand on parle du numérique, je parle de la fabrication des équipements, des data centers, du global, hein, pas que de l'intelligence artificielle. Si le numérique était un pays, il aurait 2 à 3 fois l'empreinte de la France. Hein, donc, le numérique, ce n'est pas immatériel. Hein. Derrière nos ordinateurs, nos smartphones, etc., il y a énormément de matériel. Et c'est la fabrication des équipements qui sont largement le plus polluant. Donc, on a trop de téléphones, trop de tablettes, trop de box, d'ordinateurs, etc. Et donc, ça regroupe plus de 70% de la pollution du numérique, que ce soit les émissions de gaz à effet de serre, l'eau ou les métaux. Donc, là, je parle de la pollution numérique plus globale. Et pour faire fonctionner, le lien avec l'intelligence artificielle, c'est que quand même, pour faire fonctionner les programmes d'intelligence artificielle, il faut tous ces équipements. Et notamment, il faut ça. Alors, je vais passer un peu parce que sinon, je vais être beaucoup trop longue. Mais il faut savoir, et je trouve que ce chiffre-là, il est révélateur. Parce qu'en fait, il faut surtout beaucoup de matériaux pour faire un smartphone ou un ordinateur. Et pour produire un ordinateur de 2 kilos, il faut 600 kilos de matières premières qui nous sont nécessaires. Donc, c'est considérable. Dans votre smartphone, il y a une 50aine de métaux. Et alors, on va pouvoir faire des progrès, mais c'est encore très difficilement recyclable. Il n'y a que 3% des métaux d'un smartphone qui sont recyclés. Et de toute façon, comme c'est miniaturisé, et que souvent c'est mélangé, etc., c'est difficilement recyclable et surtout, ça coûte très cher. Donc, on peut pas forcément le faire pour tout. Et il faut savoir surtout que le numérique consomme énormément de métaux et que même si on ne connaît pas exactement toutes les réserves dans le monde des métaux, on sait qu'il va falloir aller chercher toujours plus loin dans la Terre pour aller chercher de plus en plus ces métaux et donc il faudra plus d'énergie. Il faut savoir que le pic d'extraction du cuivre pourrait être atteint en 2060, que l'indium pourrait avoir des programmes d'approvisionnement en 2030-2035. Donc voilà, on sait que le numérique est vraiment loin d'être immatériel. Et même si aujourd'hui, ce qui occupe le plus dans les data centers, c'est surtout les vidéos, parce que les data centers polluent quand même, hein, même si c'est la fabrication des équipements qui pollue le plus, les data centers polluent aussi. Et dans les data centers, aujourd'hui, 60% du trafic, c'est dû aux vidéos. Mais on utilise de plus en plus de programmes d'intelligence artificielle et l'entraînement d'un modèle d'intelligence artificielle le plus couramment utilisé émet 652 kilos d'équivalent CO2, soit c'est environ un vol Paris-Hong Kong. Donc, ce n'est quand même pas rien. Avant de passer aux questions, parce que c'est vrai que c'est quand même bien qu'on ait un temps de questions, je sais que c'est important d'avoir des débats et moi, je vois que j'ai encore plein de choses à vous dire, mais ce n'est pas grave, on pourra. Avant de passer aux questions, peut-être pour terminer sur des points, et ça peut ouvrir le débat, on a quand même en France, et des points peut-être un peu positifs aussi, pour terminer sur des choses aussi positives. En France, on a un des premiers pays à avoir mis une loi sur la sobriété numérique qui a été votée en novembre. Alors, elle n'est pas parfaite, mais il y a par exemple un observatoire des impacts numériques qui a été créé, une sensibilisation pour les jeunes dans les écoles, le délit d'obsolescence programmée. Donc, vous savez, ça, c'est quand on fait en sorte que les équipements soient obsolètes et qu'on doit les racheter, donc qui est renforcé. Il y a quand même des choses qui sont mises en place. En France, on a aussi un indice de la réparabilité et de la durabilité pour les produits qui a été mis en place, vous savez, qui est noté quand vous allez acheter vos produits. Et ça, c'est quand même des indices qui sont étudiés jusqu'en Australie. Hein, donc, on est assez pionniers sur ces sujets-là, même s'il reste pas mal de choses à faire. Mais voilà, on a mis en place ça. Après, nous, toute la dernière partie de l'enquête, qui est d'ailleurs
on va dire peut-être plus tout le monde n'est pas d'accord dans les personnes que j'ai interrogées, c'est dire, et ça peut peut-être ouvrir pour les questions et le débat à venir, c'est est-ce que le problème c'est les outils numériques ou est-ce que le problème c'est plutôt les usages? Alors tout le monde n'était pas d'accord là-dessus. Pour certains, le problème c'est surtout les usages. Pour d'autres, l'outil numérique en lui-même a un impact et n'est pas neutre. Peut-être que c'est un peu des deux. Voilà, mais en tout cas, c'est beaucoup revenu dans le débat. Ce qui est aussi beaucoup ressorti, et ça vient avec la dernière partie dont je vous ai parlé, c'est que certains disent que ce que certains nous vendent une utopie. Pour certains, c'est une utopie avec des voitures autonomes partout, des villes intelligentes avec des capteurs, etc. Ce n'est pas réaliste d'un point de vue tout simplement scientifique, notamment par rapport aux métaux dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et voilà, ça s'est revenu plusieurs fois par plusieurs chercheurs que j'ai interrogés sur ce point. Il faut savoir qu'on est assez bon en France. Il y a pas mal de données et de chiffres sur la sobriété numérique et pas mal de chercheurs qui ont travaillé sur ces sujet-là. Je suis très bavarde, il est 17h48, il faut qu'on passe aux questions et au débat. Merci beaucoup. Je vais faire passer le micro aux questions. Donc, effectivement, vous voyez que c'est assez dense. C'est en quelques pages tout ce qui a été concentré sur 1 heure. Merci beaucoup d'avoir fait l'exercice. Bonjour, je me lance. Première question. Allez-y. J'aimerais savoir, cette enquête, vous l'avez fait pour le compte de qui? Si vous me répondez que c'est indépendant, j'aimerais savoir qui vous a financé. Merci. Alors, c'est complètement indépendant. Je suis journaliste indépendante. Alors, c'est intéressant, du coup, comme question. Je vais même vous raconter tout, alors, comment je travaille. Moi, j'étais journaliste donc, pour TF1 jusqu'en 2016-2017. Et j'ai eu envie de devenir journaliste indépendante. Donc, les premières collections, les premières enquêtes que j'ai faites, je les ai faites vraiment à mon compte, toute seule, etc. Après, il faut savoir qu'on ne vit pas de droits d'auteur, où il faut vraiment vendre beaucoup, beaucoup de livres, même si j'ai eu la chance de les faire avec Pierre Rabhi et d'avoir quand même des livres qui sont vendus et qui sortent en poche. Ça ne permet pas de financer les enquêtes complètement. Donc, j'ai créé une association qui s'appelle Carnet d'alerte, avec un média qui crée un podcast, etc. Et cette association Carnet d'alerte a des mécènes. Donc, je choisis des mécènes qui sont liés à l'économie sociale et solidaire. Donc, dans les mécènes que nous avons notamment la Maïf, des fondations environnementales qui ne sont pas liées à des entreprises et qui nous permettent de faire ces enquêtes sur le long terme et d'enquêter pendant 1 an. Mais c'est des modèles économiques fragiles. Je n'ai pas de vision sur le long terme à chaque fois. Je suis toujours obligée d'une année sur l'autre et même des fois 6 mois sur 6 mois. Il y a un peu de financement aussi participatif. Par exemple, pour les podcasts, on les a financés notamment un peu par ce biais-là. Donc, et aussi par parfois les conférences que je fais. Je donne aussi des écoles dans les écoles de journalisme. Donc, c'est un modèle un peu hybride. Pour Carnet d'alerte, on est une dizaine de personnes. C'est moi qui travaille principalement, mais il y a aussi des jeunes journalistes. Je fais aussi appel à des journalistes qui sont en Chine, comme je disais tout à l'heure, au Burkina Faso. Donc, c'est un modèle de journalisme un peu hybride. Et je trouve que c'est une bonne. Enfin, ça m'intéresse ce point-là parce que pour alimenter les débats sociétaux, je trouve que c'est important de pouvoir faire ces enquêtes de façon complètement indépendante. Et ce n'est pas forcément si simple que ça de trouver des modèles économiques viables aujourd'hui. Si vous permettez, je voudrais juste rajouter effectivement que donc ce soir, Juliette est venue gratuitement. Donc la conférence, comme tous les conférenciers du GREP, d'ailleurs, on ne rétribue pas nos conférenciers. Bien sûr, on lui a payé son train, on a payé quand même l'hôtel. Bon, et voilà. Donc je vous invite après à acheter ces bouquins parce qu'effectivement, c'est une des façons pour elle. Voilà. Merci. Merci. Oui, c'est vrai que c'est une vraie question. Ça pourrait faire l'objet d'une conférence. Comment financer les enquêtes de façon… Il y a quelques médias indépendants ou certains qui trouvent des modèles, mais ce n'est pas si simple. Oui, une question de ce côté. Je vous remercie pour la conférence, d'autant plus qu'il faut beaucoup de courage, à mon avis, pour parler de ce sujet très complexe. Donc vous êtes spécialiste forcément du domaine.
Et je me demande, vous avez parlé d'algorithmes, d'ordinateurs, l'intelligence artificielle, en fait, elle réside où pour vous? Et une deuxième question aussi, si vous avez traité le sujet de manière thématique, vous êtes servi de l'intelligence artificielle, j'ai l'impression, alors peut-être que ça a été fait consciemment, mais pour attirer voilà, le regard sur différents problèmes du numérique. Est-ce que, à l'instar de ce que vous dénoncez un peu, vous n'êtes pas servi de ce buzzword pour, de manière marketing un peu, dans le sens où vous attirez sur les problèmes écologiques, Ouïghours, etc., qui pour moi ne sont pas vraiment liés à l'intelligence artificielle. C'est un outil. Et voilà, ma question, c'est ça. Donc, pourquoi avoir traité de manière thématique, une sorte d'un catalogue, au lieu de manière historique? Parce qu'il y a quand même une histoire de l'intelligence artificielle avec voilà, des grands chercheurs, notamment les Français au début. Je m'arrête là, j'ai plusieurs points. Oui, bah alors moi, c'est vrai que je suis journaliste. Ce qui m'intéressait dans cette enquête-là, alors pour être tout à fait franche, cette idée d'enquête, elle est venue parce que en fait, moi, mes différentes enquêtes, elles s'entremêlent un peu entre les différents sujets, même si ça peut paraître très éloigné. En fait, c'est parce que j'avais fait l'enquête sur vivre mieux sans croissance, la croissance du produit intérieur brut, et la technologie. Pour les personnes qui pensent qu'on peut toujours avoir une croissance verte, ils disent toujours que c'est grâce à la technologie qu'on va résoudre les problèmes. Et c'est pour ça que j'avais envie de traiter du sujet de la technologie et notamment de l'intelligence artificielle, où je sentais qu'il y avait beaucoup de mythes autour de ça. Moi, je n'ai pas du tout l'impression de faire marketing, mais après, vous pouvez avoir cette sensation-là. Moi, ce qui m'intéressait aujourd'hui, ce n'était pas le côté historique, parce que d'ailleurs, en tant que journaliste, même si j'ai fait des études d'histoire avant, moi, ce qui m'intéressait, c'est les usages actuels. C'est comment on s'en sert aujourd'hui et à quelle fin. Bien sûr, et le débat que vous me dites, que vous parlez à la fin, c'est toute la dernière partie de l'ouvrage, que là j'ai traité un peu rapidement pendant la conférence, mais de l'outil et des usages. Et oui, il y a des personnes qui... Et je pense que c'est des vrais débats, et là, je pense que c'est à chacun de se faire sa propre opinion, et que c'est vrai que nous, moi en tant que citoyenne, je tends à penser que c'est un peu des deux, en fait, que l'outil n'est pas neutre, que ça a forcément un impact. Mais après, c'est sûr qu'on n'est pas obligé d'utiliser l'intelligence artificielle pour persécuter les Ouïghours. C'est évident que le problème, c'est plutôt le gouvernement chinois que l'intelligence artificielle qu'on utilise. Mais c'est quand même des outils puissants, et que moi, ce qui m'a intéressé dans cette enquête, c'était de montrer comment aussi l'outil a un impact sur la façon. C'est-à-dire que dans l'intelligence artificielle, plus on a de données, plus on est puissant, plus ça renforce un monopole. Donc, l'outil n'est pas neutre dans la façon après. C'est-à-dire que, d'ailleurs, les PME utilisent moins d'intelligence artificielle parce que souvent, il faut investir, il faut avoir beaucoup de données. Donc, il faut avoir une certaine taille. Donc, rien que ça, vous voyez ce que je veux dire, ce n'est pas neutre. Donc, moi, c'est tous ces points-là qui m'ont intéressée sur ce sujet-là. Et d'ailleurs, dans les solutions possibles que je n'ai pas données pendant la conférence, il y en a certains qui disent que justement pour casser ces monopoles, notamment des réseaux sociaux, de toutes ces plateformes, c'est de dire pour pas que ce soit… Parce que l'intérêt de toutes ces plateformes, c'est qu'on soit ça marche si on est tous au même endroit. Sinon, ça ne peut pas marcher, en fait. Si on n'est pas tous sur Facebook, mais qu'on est tous sur ou si on n'est pas tous sur Airbnb, ça va moins bien marcher. Et certains disent que ça pourrait être interopérable, comme on fait pour le mail, c'est-à-dire que Gmail parle à Yahoo, qui parle à Hotmail, etc. Et on peut trouver des solutions technologiques pour casser aussi ces monopoles. Donc moi, c'est ça qui m'a intéressé. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, mais ce qui m'a intéressé, c'est comment on l'utilise aujourd'hui. Après, c'est sûr qu'il y a ma conclusion dans l'enquête, et là, je pense, moi, j'essaye d'être honnête intellectuellement dans mes enquêtes et d'intéresser les différentes parties et je mets dans l'ouvrage les différentes parties. Après, je pense pas qu'on est totalement neutre, hein, et moi, j'ai mon biais à moi, hein, Juliette Duquesne, qui fait mes enquêtes. Et c'est vrai que moi, ma conclusion, c'est que de toute façon, même d'un point de vue écologique, c'est que pour moi, il faudrait réduire l'utilisation du numérique assez considérablement, hein. Il y a des associations, l'association Négawatt, qui montre que si on veut avoir un scénario énergétique viable d'ici 2050, il faudrait diviser par 2 nos usages numériques. Il faut savoir que dans le numérique, à chaque fois, même si on gagne en efficacité, il y a le fameux effet rebond. C'est-à-dire que ça augmente d'autant plus le trafic. Ça fait ça pour tout, c'est connu dans le numérique. Donc voilà, et en plus, moi, je pense que ces outils-là, et à travers mes différentes enquêtes, c'est ce que je constate, hein, je n'ai pas toujours pensé ça, hein, j'ai grandi à Paris, je sais pas, avec les outils numériques que j'utilise aussi, hein, d'ailleurs. Je ne dis pas qu'il ne faut pas d'utiliser d'outils numériques,
Moi, il me semble, et à travers les enquêtes que j'ai faites, que d'un point de vue tout simplement des métaux, de l'énergie, à un moment, on va arriver à des limites, en fait. C'est de montrer ces limites. Et pour moi, ça va avec les autres sujets écologiques que j'ai faits, parce que depuis, ça n'a pas toujours été le cas, mais en tout cas, depuis 50, 60 ans, il y a toujours cette croyance que la technologie va résoudre tous nos problèmes. Et moi, il me semble que ce n'est pas le cas. Voilà. Alors, on va donner la parole à quelqu'un qui est en numérique, là, à distance. Oui. Il y a de la contestation. Hein, dans très bien. Donc, c'est Chiara. C'est bien les débats. C'est Chiara. On n'est pas obligé d'être tous d'accord. Dont le micro est théoriquement activé. Chiara. Oui, bonjour. Bonjour voilà. Tout le monde. Allez-y. Vous m'écoutez? Oui, bonjour. Ouais. Bonjour. Je me présente. Je suis une journaliste professionnelle, aussi indépendante, dans le sens que je suis pigiste. Et depuis 40 ans, je m'occupe d'intelligence artificielle parce qu'elle n'est pas née hier, l'intelligence artificielle. Et j'écris régulièrement pour le Corriere della Sera italienne. J'ai publié il y a 2 ans ces livres. Voyons si vous pouvez les voir. AI Challenge, les défis de l'intelligence artificielle. Et je vous les traduis, le sous-titre « Amis ou ennemis, comment l'intelligence artificielle change notre vie ». Il y a une dualité dans toutes les technologies, comme dans l'intelligence artificielle, et il y a les bons et les mauvais. Et il faut quand même comprendre que l'intelligence artificielle est extrêmement plus puissante des autres technologies qu'on a utilisées jusqu'à aujourd'hui parce qu'il est à le stade actuel, c'est celui du machine learning, parce qu'il faut quand même étudier toute l'histoire de l'intelligence artificielle qui s'est développée dans les derniers 40 ans, comme je disais. Mais actuellement, les algorithmes, ils se reproduisent et sont même ils ont la capacité aussi de se reprogrammer. Il y a eu une accélération dans les derniers 2-3 ans énorme. Il y a quand même des centaines de milliers de chercheurs dans le monde qui sont sur l'intelligence artificielle. Il y a des centaines de milliards qui sont investis. C'est un enjeu colossal. Alors, il ne faut pas générer de la confusion parce que sûrement c'est une technologie pervasive qui peut toucher tous les domaines. Sûrement, ça représente un grand défi pour l'humain, déjà aujourd'hui, parce qu'à propos du travail, je ne sais pas quelle est la source de 9% du travail. l'OCDE. Alors excusez-moi, mais est-ce que vous pouvez poser une question? Parce qu'effectivement, merci pour avoir fait la publicité pour votre livre, il est sûrement très intéressant, mais quelle est votre question? Il faut choisir pour débattre. On ne peut pas parler de tout en tous les temps, parce qu'ici, on a tout mélangé. Et comme ça se crée des fake news. Par exemple, je suis très sensible à l'impact de l'intelligence artificielle sur l'environnement, mais aussi du métaverse, qui maintenant est très à la mode. C'est les derniers monde 3D qu'on est en train de construire, etc. Mais donc, tout ça, enfin, Quand je lis... Ok, mais quelle est votre question? Excusez-moi, mais quelle est votre question? Parce que moi, je suis d'accord. Le modèle d'IA, 652 kilos de CO2. Oui, c'est l'entraînement c'est une étude d'Eco-Info qui est assez connue. Ça sont pas des données. Il faut raisonner sur des données
réel, documenté. Il y a plein de sources. C'est une source, c'est les Éco-Info, c'est très sérieux. C'est Françoise Berthoud, qui est une chercheuse en intelligence artificielle. Et c'est je l'ai même là, si vous voulez, et j'ai même la source de l'étude. J'ai la source. Ok, votre question est claire, Chiara. Votre question est claire, et donc on va vous couper le micro, désolé. Et donc on va laisser. Oui, alors après, c'est sûr que toute la première question, moi je suis plutôt assez d'accord sur ce qui a été dit, moi, sur le fait qu'on investit beaucoup d'argent sur l'intelligence artificielle, etc. Toute cette première partie, je suis d'accord. Moi, je ne fais pas l'historique de l'intelligence artificielle dans l'ouvrage, mais par contre, toute la première partie, je rentre beaucoup plus en détail sur le deep learning, etc., que je n'ai pas fait pendant la conférence, que je pense que ce n'est pas là où j'apporte le plus, parce que justement, moi, je suis journaliste, donc je pense que j'apporte plus quand je fais cet état des lieux des usages de la société civile. Après, les sources, alors les 9%, c'est l'OCDE, et c'est Dominique Méda, que vous connaissez peut-être, une sociologue très connue, que j'ai interrogée longuement sur ce sujet et qui a beaucoup travaillé sur ce sujet, qui m'a reconfirmé le chiffre, que j'ai interrogé pour plusieurs enquêtes, donc je suis sûre de mon chiffre. Après, les chiffres restent des évaluations et peuvent toujours faire débat, et tant mieux d'ailleurs. Moi, je suis pour la biodiversité dans la nature et la biodiversité des points de vue. Et l'autre chiffre sur l'entraînement d'un modèle d'intelligence artificielle le plus couramment utilisé, c'est d'ailleurs je peux vous les donner sur la sobriété numérique si ça vous intéresse. Il y a quelques sites très intéressants. Donc il y a le site d'Éco-Info qui est vraiment très bien, de Françoise Berthoud avec Emmanuel Frenou, et donc qui a relu aussi une partie de l'ouvrage, et c'est elle qui m'a donné ce chiffre-là. C'est bien sûr une évaluation, et c'est au moment où on entraîne un algorithme, c'est ça le chiffre qui est donné. Après, pour la sobriété numérique, il y a le site de Frédéric Bordage, greenit.fr, qui est très bien. Et il y a bien sûr l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, qui donne aussi beaucoup de chiffres. Après, moi, bien sûr, je reviens toujours à la source du chiffre et de l'étude. Après, bien sûr, ça peut faire débat, les chiffres. J'essaye de vraiment vérifier le chiffre, de redonner. Après, bien sûr, moi, d'ailleurs, je pense notamment sur la pollution du numérique, c'est très difficile de complètement tout calculer parce que les équipements sont très dispersés et tout le monde on a plusieurs chez soi. C'est pas toujours facile à calculer. Donc, en fait, je pense, par contre, sur la pollution du numérique, moi, toutes les personnes que j'ai interrogées, ils étaient d'accord sur les ordres de grandeur. Après, à la virgule près, ils n'étaient pas tous d'accord. Oui, et surtout, ça augmente de plus en plus. Et en plus, ça augmente de plus en plus. La demande en calcul, elle double tous les 3-4 mois. Donc, forcément, depuis que j'ai fait, ça a forcément augmenté. Ça, c'est sûr. Jean-Marie. Bonjour. Bonjour. C'est une question peut-être un peu naïve, mais l'usage des visioconférences, comment ça met en marche ces mécanismes? Est-ce que vous pouvez en parler un peu? Alors, ça n'utilise pas d'intelligence artificielle, mais ça utilise du numérique. Alors, moi, il faut dire que je pense qu'il y a un sujet où c'est difficile d'être cohérent, c'est bien le numérique. Et moi, la première, je pense qu'il faut réduire les usages numériques, mais en même temps, j'utilise plein d'outils d'intelligence. Et moi, j'utilise aussi les outils d'intelligence artificielle. Je pense que c'est un des sujets où c'est le plus difficile d'être cohérent. Alors, la visio, j'ai des chiffres précis même. Alors, parce que justement, je l'ai réactualisé, c'est même pas dans l'ouvrage, mais je m'en rappelle des chiffres, parce que c'est dans une conférence que j'ai fait la semaine dernière spécifiquement sur la pollution du numérique. La visio, par exemple, c'est Éco-Info, d'ailleurs, que je citais tout à l'heure, qui a fait cette étude, elle est très récente, qui montre que ils ont pris l'exemple d'un Paris-Berlin. Quelqu'un qui doit aller faire une réunion Paris-Berlin, ça va être 300 fois moins polluant de faire une visio plutôt que prendre l'avion pour aller à Berlin et faire la réunion. Après, ça, c'est pour la visio qui remplace un déplacement. Par contre, c'est beaucoup plus délicat à calculer pour tout ce qui est télétravail. Parce que ça, c'est l'Agence de la transition écologique, notamment l'ADEME, dont je vous parlais tout à l'heure, qui a pas mal enquêté sur ce point-là. Alors, il y a une étude qui doit sortir, qui ne devrait pas tarder. Pour l'instant, il y a des études plutôt anglo-saxonnes qui montrent que, par exemple, si on passe en télétravail, mais qu'on s'équipe, qu'on part à la campagne, qu'on achète une deuxième voiture, qu'on voyage plus, en fait, il y a plein d'effets rebonds au télétravail et que parfois, ce n'est pas toujours si intéressant que ça
de passer au télétravail. Alors, en plus, il y a les histoires de convivialité, etc. Ça, c'est une autre question où je ne rentrerai pas aujourd'hui. Mais en tout cas, il montre que c'est pas toujours si évident que le rapport, l'empreinte écologique soit plus intéressante quand on remplace avec la visio. Par contre, bien sûr, une réunion Paris-Berlin à la place de prendre l'avion, c'est sûr que c'est plus intéressant. Après, la dernière fois, je disais bien sûr que quand en fait, comme dans le numérique, ce qui pollue le plus, c'est les équipements. Bon, après, on les a déjà, les équipements. On ne va pas se rééquiper pour une visioconférence. Donc, voilà, c'est ça qui est difficile avec le numérique, de tout calculer, parce que vraiment, ce qui pollue, si vous voulez réduire votre empreinte numérique, donc là, je sors un peu de la conférence, mais si vous voulez réduire votre empreinte numérique, le plus important, c'est de multiplier par 2 le temps que vous gardez votre téléphone. Aujourd'hui, on le garde en moyenne 23 mois, et de doubler le temps que vous gardez votre ordinateur. Et aujourd'hui, on le garde en moyenne 3 ans. Et ça, c'est le plus important. Et c'est comme ça, c'est 70% de la pollution du numérique, et c'est de ne pas multiplier les équipements numériques. Alors, c'est intéressant parce que, bien sûr, là, dans le plan de sobriété tel qu'il est mis aujourd'hui, tous ces enjeux-là ne rentrent pas, parce que cette pollution, elle n'est pas réalisée en France. On n'utilise pas de l'énergie française pour faire ces équipements, parce qu'ils sont réalisés à l'étranger. Donc, c'est quand on parle d'un point de vue global. Et quand je parle de pollution par rapport aux équipements, il y a un point qui est important aussi, c'est que je ne parle pas que des émissions de CO2, parce qu'aujourd'hui, bien sûr que les émissions de CO2 sont très importantes et sont une des causes du changement climatique, mais on oublie des fois les autres formes de pollution, et le numérique, comme je disais tout à l'heure, consomme énormément de métaux. Pour aller chercher les métaux, on pollue, et on consomme aussi énormément d'eau. En France, c'est l'équivalent de 5 fois la consommation des Parisiens, la consommation d'eau. Donc, ce n'est pas du tout négligeable. Donc, il ne faut pas compter qu'en émissions de CO2 pour la pollution du numérique. Bon, vous avez dit plusieurs fois « on survend ». Oui. C'est un point de vue commercial. Oui. Moi, je voudrais vous donner un point de vue religieux. Vous vous souvenez, lorsque Steve Jobs est mort, le gourou d'Apple, on pouvait voir des gens qui se baladaient avec des pancartes « God is dead ». Donc, ça veut dire ça, que les objets Apple étaient des créatures divines. Et ça m'a fait penser, quand j'ai vu ça, ça m'a fait penser à Jacques Ellul. Vous savez, Jacques Ellul, il disait, un des grands dangers de la technologie, c'est de la sacraliser. Je suis bien d'accord. Alors moi, j'ai peur qu'aujourd'hui, la substance numérique soit sacralisée et que par conséquent, l'intelligence artificielle devienne une parole divine. Donc indiscutable, puisque parole divine. Est-ce que ce sujet-là, vous l'avez abordé avec des gens, et est-ce que vous pensez que c'est un problème sérieux ? Oui, moi, alors on l'aborde un peu, notamment avec le transhumanisme. Je suis tout à fait d'accord avec votre réflexion. Et oui, il y a un côté un peu, je trouve, religieux. On l'aborde un peu, notamment avec le transhumanisme, qui est une idéologie qui est liée à ce que un peu où on sacralise, où on pense que voilà, qu'il y a un courant de pensée qui souhaite accroître les capacités physiques et intellectuelles de l'être humain grâce aux projets scientifiques et techniques. Et là, c'est vrai que j'ai interrogé plusieurs chercheurs sur ça, et sur le fait que le transhumanisme résulte également de notre refus d'accepter la finitude, c'est-à-dire notre mort. Donc, on a toute une partie là-dessus dans l'ouvrage, et avec le technosolutionnisme, comme projet politique qui s'efforce d'éviter le passage par l'arène politique. Oui, donc on a toute une partie sur cette partie-là, et sur le transhumaniste qui voudrait qui a un rapport avec l'immortalité, quoi, de penser qu'on pourrait être immortel, et ça rejoint tout à fait ce que vous dites. Et donc on a une partie là-dessus dans l'ouvrage, oui, sur le transhumanisme et cette idéologie qui, pour moi, parfois, elle influe plus la société. Là, c'est plus mon avis d'ailleurs de citoyenne que je vous donne que de journaliste, mais elle infuse plus la société qu'on ne le pense, parce que des fois, elle peut un peu nourrir des thèses complotistes. Mais moi, je pense que surtout, le transhumanisme, c'est pas
c'est une idéologie de croire, comme tout à l'heure on disait, que la technologie va nous sauver, que ça, on va pouvoir presque aller au-delà de la mort grâce à la technologie, etc. C'est une idéologie, une croyance, et ça a un rapport avec le sacré, comme vous l'expliquez. Donc, il y a plusieurs personnes que j'ai interrogées là-dessus, Jacques Testard, Jean-Michel Beignet, qui me parlent de ce point-là, qui me semble essentiel et très intéressant. Et je pense que ça infuse beaucoup plus notre société qu'on le pense, d'ailleurs, même si c'est d'un point de vue, voilà, c'est assez omniprésent dans notre société de penser que la technologie va résoudre tous nos problèmes et que voilà, ça résulte un peu de notre société un peu hors sol qui s'est déconnectée de la nature et des fonctions premières, de nous nourrir, comment nous nourrir. Ça, c'est des thématiques dont je parlais beaucoup avec Pierre Rabhi. Et Pierre Rabhi parle de ce que vous dites aussi dans son introduction et sa conclusion sur cette partie-là. Et je partage ce que vous venez de dire. Oui, pardon. Oui, bonjour. Bonjour. Vous avez dit dès le départ que l'intelligence artificielle, c'était quelque chose qui n'était pas très bien défini. Je suis entièrement d'accord avec vous. Je pense que dès le début, l'intelligence artificielle, c'était plutôt une ambition, c'est-à-dire de remonter le niveau des tâches qui peuvent être réalisées par des algorithmes. C'était plutôt une ambition qu'un domaine scientifique ou technique. Par contre, il y a un domaine qui est bien défini, c'est celui que vous avez cité, c'est ce qu'on appelle le machine learning, c'est-à-dire l'apprentissage automatique par des machines. Donc la possibilité, par exemple, pour des machines d'apprendre à reconnaître des images, ou la possibilité d'apprendre à reconnaître des mélanomes, etc., des choses comme ça. Ça, c'est un domaine qui est bien défini. Et je pense que tout votre exposé, enfin tout ce qui est, je pense, qui est contenu dans votre livre et tous exposés, c'est pas tellement sur l'intelligence artificielle, c'est plutôt sur l'invasion de nos vies par le numérique, par les algorithmes. Je pense que c'est ça le sujet qui vous préoccupe et que vous avez vraiment traité, quoi. C'est-à-dire le fait qu'on est envahi par des algorithmes, quoi. Oui, c'est vrai que le début part de l'intelligence artificielle et on est là. Vous avez raison, j'élargis au fur et à mesure. Mais c'est vrai qu'il faut prendre. J'ai pris le sujet par le sujet de l'intelligence artificielle, mais comme vous dites très bien, pour certains, dès qu'on est dans le numérique, on est dans l'intelligence artificielle, et pour d'autres, c'est quelque chose de plus défini. Le sujet, je l'ai pris par ça, mais c'est vrai qu'on élargit au fur et à mesure de l'enquête. Vous avez raison sur le numérique, et à la fin, la dernière partie de l'ouvrage est plus aussi sur le numérique dans sa globalité. Mais c'est vrai que je trouvais ça intéressant de le prendre sur l'intelligence artificielle, notamment par rapport à ce que disait monsieur, sur tous ces mythes et ces réalités autour de ce sujet qui commence par le mot qu'on a utilisé pour le définir, en fait. Et moi, dans mes différentes enquêtes que j'ai réalisées, il y a 2 sujets où j'ai trouvé qu'il y avait le plus de fausses informations qui sont données dans le débat public, c'est l'intelligence artificielle et l'eau. C'est les 2 sujets où, alors l'eau, on commence un peu plus à en parler et en parler un peu mieux, mais il y a quand même beaucoup de fausses informations. C'est les 2 sujets, et sur ce sujet-là, il y a quand même, je trouve qu'on est sous-informé sur cette thématique de l'intelligence artificielle. Et c'est pas faute en plus d'avoir de très bons chercheurs en France, donc c'est dommage. Oui, bonsoir. Souvent, dans les risques auxquels on pense relatifs à l'intelligence artificielle, on pense au fait que ça va remplacer les êtres humains. Vous l'avez mentionné plusieurs fois. Ce que je vais faire là, je n'ai pas de questions, mais je voulais juste faire une remarque sur un contre-exemple que je trouve intéressant, que je peux illustrer de 3 manières différentes. Les échecs. Ça fait maintenant belle lurette que le champion du monde d'échecs, c'est un ordinateur. Le jeu de Go, plus récemment, où là, on a vraiment, comme le disait monsieur, un machine learning. On a pris un logiciel, on lui a juste indiqué les règles du jeu de Go. Aucun exemple humain. Il a fait 4 700 000 parties et il est devenu de très loin le champion du monde. Et aujourd'hui, on est dans une situation où, sur ces activités-là, s'est développé un monde parallèle où les ordinateurs jouent entre eux à des niveaux qui sont très très au-dessus des champions du monde humains, et on aurait pu penser que du coup l'activité humaine allait disparaître, et pas du tout. Les gens continuaient à jouer aux échecs et continuaient à jouer au Go. Le dernier exemple que je prendrais, c'est un exemple un peu plus sophistiqué, parce que souvent on a tendance à penser que l'émotionnel que vous avez mentionné en tout début de votre conférence est absent. En fait, on a créé aussi un logiciel qui est maintenant le meilleur joueur du monde dans le poker,
où pourtant il y a de l'émotionnel, il y a du bluff, des choses qu'on pensait qui ne seraient pas prises en compte. Et puis finalement, on a aujourd'hui un logiciel qui bat les meilleurs joueurs de poker du monde. Voilà, donc il y a deux remarques dans ce que je viens de dire. Il y a l'émotionnel, l'IA, on est capable aussi. Et le fait que les activités humaines continuent malgré tout, même si elles sont à un niveau très inférieur du monde des robots qui jouent entre eux. Je trouve ça un petit peu intéressant comme phénomène parce que c'est un risque qu'on pouvait avoir, auquel on pouvait penser qui ne s'est pas réalisé. Oui, de toute façon, je pense que ça, c'est sûr que les activités humaines continueront. Après, je pense que la question par rapport à ce point-là, c'est que de plus en plus, il va se poser la question de l'intérêt d'utiliser des programmes d'intelligence artificielle pour jouer, alors que ça consomme de l'énergie, des métaux, etc. Je pense que il va falloir, vu dans quelle situation nous nous trouvons d'un point de vue écologique, je pense que l'utiliser dans des usages où on en a vraiment besoin, ça va revenir de plus en plus. Il me semble que moi, c'est un point essentiel. Sur l'autre point, moi, de l'enquête que j'ai faite, tout ce qui est sorti, c'est que l'émotionnel, ils ne savaient pas reproduire. Alors peut-être que là, sur le poker, ils arrivent à faire, je n'ai pas enquêté sur ce point-là en particulier, mais moi, sur tout ce qui est analyse de mes sentiments émotionnels et autres, moi, ce qui est sorti de l'enquête, c'est que l'intelligence artificielle ne savait pas reproduire et toujours bien détecter les émotions humaines. Je ne sais pas si Philippe, parce que tu connais bien ce sujet-là aussi, donc si tu voilà. Moi, c'est ce qui est ressorti en tout cas de mon enquête. Mais bon, après peut-être je ne connais pas ce programme d'intelligence artificielle, en particulier le poker. Les jeux, j'ai lu dans les ouvrages, mais c'est vrai que je ne me suis pas penchée particulièrement sur ces usages-là. Oui. Bonsoir, merci beaucoup pour la présentation et pour le débat. J'ai deux questions. Oui. La première, même si vous n'êtes pas spécialiste de tout ce que vous avez vu, est-ce qu'aujourd'hui, quand on parle d'IA, est-ce que ça vous fait peur ou est-ce que vous avez un autre sentiment par rapport à ça? Et la seconde, pour rebondir par rapport à la dernière réflexion de monsieur, si on dit que l'IA, c'est un outil qui potentiellement est projeté ou dans l'imaginaire a des capacités qui potentiellement pourraient dépasser l'homme, ça reste un outil créé par l'homme. Est-ce que dans la réflexion, on n'est pas dans la réflexion de l'homme qui veut remplacer l'homme, en tout cas sur certains domaines? Ben là, oui, on rejoint la question divine que l'homme pense pouvoir créer l'homme. Alors moi, ce qui ressort de l'enquête, c'est qu'on est très loin d'avoir des machines qui vont dépasser les hommes et que même ça n'arrivera peut-être jamais. Donc ça, c'est le premier point entre l'IA forte et l'IA faible. Donc ça, c'est le premier point. Après, sur moi, ce que j'ai vraiment retenu dans cette enquête, d'un point de vue c'est que c'est pas les risques dont on parle le plus qui sont, ça veut dire que c'est. D'ailleurs, quand j'ai interrogé certains, pas tous, mais certains chercheurs en intelligence artificielle, comme des fois c'est des férus de science-fiction, j'avais du mal à distinguer ce qui provenait de la recherche, qui venait aussi des fois de l'imaginaire, est-ce qu'ils allaient projeter sur le futur. Et on est tous nourris des films de science-fiction où il y a des machines qui prennent le pouvoir, où il n'y a plus de nature. On ne sait pas très bien comment ça pourrait fonctionner, avec quelle énergie et quels métaux. Moi, ça me paraît. Je trouve que c'est assez révélateur de la façon dont l'homme voit le monde, en fait. Moi, quand je regarde les études scientifiques, je vois surtout qu'on ne va pas pouvoir faire ça, parce que, et peut-être tant mieux, parce qu'on n'aura pas assez de ressources pour arriver jusque-là. Donc, c'est la première limite. Mais après, moi, ce que j'ai retenu vraiment de cette enquête, c'est de dire que l'intelligence artificielle, elle peut être utile à certaines choses. C'est pas de dire qu'elle est utile à rien. C'est pas, en tout cas, ça, chacun met le curseur où il a envie de le mettre. Mais que c'est pas les dangers dont on nous parle qui sont les plus importants, c'est-à-dire des machines conscientes qui vont prendre le pouvoir, mais c'est des risques bien plus insidieux qui sont déjà là aujourd'hui et on ne débat pas de ces risques-là, de la façon dont on utilise et le fait qu'on utilise soit des outils numériques, comme disait monsieur, soit des outils d'intelligence artificielle de plus en plus, sans qu'on ait de débats sociétaux sur ces sujets-là. On pourrait se dire que si ça a un impact écologique trop important, que ça a un impact sur les sociétés trop important, pour tel ou tel sujet, on ne numérise pas ou on n'utilise pas des outils d'intelligence artificielle. Moi, je pense juste... Bien sûr, moi, j'ai ma propre opinion. Je pense que oui, il faudrait réduire. Mais après, je pense surtout qu'on devrait avoir des débats sociétaux sur ces sujets-là et qu'on ne les a pas. Et que, par exemple, à la dernière élection présidentielle, nous n'avons pas eu ces débats-là. On est à chaque fois sur la technologie, on est sur...
on généralise les usages et après, on se rend compte des méfaits une fois que tous nos jeunes sont captés par l'attention sur les réseaux sociaux, et moi-même aussi, hein, je me mets dans le lot. Hein. Une fois que tous ces usages sont généralisés sans se poser la question avant. Et pour moi, par exemple, notamment ce règlement européen qui est en ce moment fait sur l'intelligence artificielle, ça devrait nourrir la une des journaux. C'est essentiel, en fait, et on devrait en parler beaucoup plus. Parce qu'après, c'est à la société de décider où il met le curseur. Moi, il me semble que d'un point de vue écologique humain, oui, il faut diminuer le curseur. Si vous me demandez mon avis en tant que journaliste et citoyenne qui a enquêté pendant longtemps sur ce sujet-là et qui a interrogé beaucoup de personnes. Mais je pense que c'est à chacun de se faire sa propre opinion et qu'il devrait avoir des débats sociétaux là-dessus. Le problème, c'est qu'on ne les a pas et que, par exemple, le lien que moi, il me semble hyper important entre la finance et l'intelligence artificielle, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui, moi, me semble vraiment structurant dans nos sociétés, moi, je ne l'avais jamais entendu avant d'enquêter. Et pour moi, ça devrait être au cœur des débats politiques, démocratiques, et on devrait tous pouvoir décider si on a envie que nos services publics soient plus numérisés ou pas, si on a envie que ce soit Parcoursup qui décide ou nos enfants. Voilà, ça devrait être des débats. Moi, je pense surtout que ça devrait être des débats sociétaux, et moi, j'espère qu'en tant que journaliste, je permets à chacun d'avoir des éléments pour nourrir ce débat-là. Alors, je viens profiter pour justement rappeler que le GREP, c'est justement l'idée de cette conférence. Et que la région a mandaté une société pour faire une grande enquête citoyenne. Donc, ça s'appelle consultation-ia.fr. Donc, vous êtes invités, tout le grand public, les étudiants sont ciblés également, et les acteurs du numérique également. Donc, au niveau d'Occitanie, il y a une consultation qui a démarré il y a 2 semaines, qui va durer quelques mois, dans laquelle on demande à tout le monde de venir donner son avis sur comment il voit l'IA ou comment il peut juger. Alors, il faut 10 minutes, un quart d'heure quand même. Mais il n'y a pas de questions sous les questions. Hein, il faut vraiment se dire spontanément, voilà, pour que la région ensuite fasse des statistiques pour savoir où sont les freins et du coup, quelles seraient les actions derrière pour peut-être aller notamment continuer à former des gens sur ces sujets. Consultation-ia.fr. Et d'ailleurs, je fais juste parenthèse parce que j'ai fait pas mal de conférences ces derniers temps sur la pollution du numérique, et puis il y a beaucoup de personnes qui me disaient bah oui, mais nous c'était des fois dans les campagnes et tout, nous on a envie aussi d'avoir du numérique, etc. Enfin, moi je dis pas qu'il faut pas du tout qu'il y a les gens qui n'aient pas accès au numérique n'aient pas accès au numérique, que les zones blanches doivent rester des zones blanches. Hein, c'est pas du tout ce qui est en train d'être dit. Je dis surtout qu'il faut des débats sociétaux sur les sujets et que là on n'est pas au fait d'avoir le numérique ou pas, c'est de passer des caps dans cette avancée technologique. Oui, bonsoir. Bonsoir. Ça s'inscrit tout à fait dans ce que vous êtes en train de dire. Donc, l'intelligence artificielle révolutionne le monde du travail. C'est vrai que moi, je n'en entends pas vraiment parler. Je ne sais pas, c'est une véritable révolution. Je me demande aujourd'hui si on a pris la mesure de l'incidence sur le monde du travail et que fait-on aujourd'hui pour se préparer, pour préparer les entreprises, l'enseignement, le domaine de la formation, enfin, que fait-on? L'enseignement, vous dites public, des jeunes, c'est ça? Oui. Oui, alors c'est assez paradoxal dans l'enseignement des jeunes. C'est marrant parce que là, j'ai fait une série de conférences pour des professeurs, notamment sur la pollution du numérique, parce qu'en même temps, on les a poussés à numériser. Alors là, on est plus sur comme disait monsieur, sur le numérique que sur l'intelligence artificielle, mais on les a poussés à numériser, à utiliser des ordinateurs, notamment, d'ailleurs, des fois, certains regrettaient que c'était des multinationales au lieu d'utiliser des outils plus libres. Et en même temps, là, dans la nouvelle loi de la sobriété numérique, on va demander aux professeurs de sensibiliser aussi à la pollution du numérique. Donc, il y a des choses quand même assez contradictoires qui sont données, parce que ça a été voté dans la loi. Donc, mais c'est la période actuelle, ne manque pas de contradictions. Je ne me permettrai pas si on pourrait commenter l'actualité là-dessus, parce que c'est sûr que, par exemple, alors c'est sûr que la sobriété, comme je disais tout à l'heure, quand on parle de sobriété énergétique, c'est comme la plus grande partie de la pollution numérique, c'est surtout les équipements, mais même s'il y a quelques points sur les data centers en France, mais par rapport à aujourd'hui, mais c'est vrai que on continue à numériser à outrance, enfin, en tout cas à augmenter la numérisation en disant qu'il faut de la sobriété. À un moment, voilà, c'est vrai qu'il y a des fois quand même des petits problèmes de cohérence en ce moment, parce que je pense que les sujets se chevauchent et s'entrechoquent. Et après, par rapport à la thématique des métiers, oui, moi, il me semble que ça a surtout beaucoup… Moi, j'étais étonnée, je pense, surtout
sur la part prise, comme je disais tout à l'heure, des algorithmes de prédiction dans le monde des multinationales plus que des PME, mais dans tout ce qui est prise de décision, justement, avec un peu cette volonté des fois de contrôler le futur, comme disait monsieur, avec la technologie. Et c'est vrai que il y a beaucoup, les multinationales, avant, ça allait être des personnes qui allaient donner leur avis, des marketing par leur intuition, etc. Et j'ai été étonnée de la prise de l'importance de tous ces outils dans l'algorithme de prédiction, entre guillemets, qui a été utilisé dans les entreprises. Après, par exemple, avec les RH, je pense qu'il y a un vrai danger là, de l'utilisation des outils numériques et notamment d'intelligence artificielle, où là, il faudrait, à mon avis, absolument informer le fait qu'on interagit avec un programme d'intelligence artificielle. Et pour tout ce qui est analyse des sentiments, etc., ça, je sais que c'est Laurence de Villers dans l'ouvrage qui remet là de ça et qui dit qu'il faut même, par exemple, l'interdire dans certains usages, notamment chez les RH. Oui, c'est le problème de parler des problèmes futurs de l'intelligence artificielle nous empêche de parler des problèmes plus actuels, insidieux, dont ceux que vous parlez. Et moi, je trouve que c'est des débats. Moi, d'ailleurs, dans les 6 ouvrages, c'est celui qui a un petit peu moins bien marché, celui-ci. Ils ont bien marché, les ouvrages Carnet d'alerte, mais celui-ci a un petit peu moins bien marché. Alors que pour moi, il est plus que central, cette thématique. Mais on n'en parle pas tant que ça. On en parle, mais de façon un peu vague. Donc, d'où l'intérêt d'avoir des conférences comme ça aujourd'hui. Et d'où l'intérêt de lire dans le détail, parce qu'effectivement, tout est effectivement référencé. Et je trouve que ça permet bien de démystifier, justement, de montrer que l'IA n'est pas ce que l'on croit. On a mis en exergue tous les risques, mais voilà, tu parlais de l'IA forte et l'IA faible. Oui, on sait faire l'IA faible, c'est-à-dire des IA hyper spécialisées. L'IA forte, tous les chercheurs qu'on vienne de dire, on n'y croit pas du tout. L'IA généralisée, ce qu'on appelle ça l'IAG, voilà, il n'y a que les Elon Musk, les compagnies qui peuvent y croire encore. Juste, alors à distance, il y a toujours du débat là. Bon. Tant mieux. C'est bien qu'il y ait du débat. J'ai proposé qu'ils prennent la parole, mais bon, personne ne la prend. Mais donc, on a Chiara qui conclut, voilà, je suis d'accord avec Max et aussi avec la conférencière sur les problèmes des dérives démocratiques sous la pression des technologies, un sujet qui mérite un autre débat. Voilà. C'est tout à fait vrai. Alors, je l'ai passé. Il y a tout un débat dans l'ouvrage sur le lien entre l'État et les GAFAM. En gros, c'est l'État il y a tout un débat qui est intéressant, que je trouve très intéressant, sur le fait que notamment les États, l'État français subit peut-être un peu plus parce qu'on ne sait pas, les GAFAM sont aux États-Unis, mais sur le fait que c'est l'État qui a façonné les marchés tels qu'ils sont, qui se sert aussi des technologies créées par les GAFAM, mais qu'en même temps, ils voudraient reprendre le pouvoir. Il y a un jeu un peu ambigu parfois entre l'État et ses puissantes technologiques. Et ça, c'est intéressant. Et c'est une partie dans l'ouvrage sur ce lien. Est-ce que vraiment les États voudraient reprendre dessus sur les GAFAM, ou est-ce que c'est des fois aussi eux qui ont façonné les marchés pour qu'ils deviennent comme ils sont aujourd'hui? Voilà. Et puis même ce lien entre État, capitalisme, technologie, on l'aborde aussi dans l'ouvrage qui est un vaste débat et ça pourrait faire l'objet d'un débat tout entier. Je suis bien d'accord. Alors après, les adhérents du GREP peuvent proposer des sujets et on peut aller chercher des conférenciers pour les programmes des années prochaines. En attendant, je vous remercie beaucoup. Merci de cette attention. Très fort. C'est un petit cadeau. Merci. Voilà, toute la création de tous les ouvrages, de toutes les conférences de l'année dernière, la production du GREP. Ah, super, merci beaucoup. Voilà, en échange, vous pouvez avoir à votre disposition les ouvrages, dont les petits carnets d'alerte, voilà, qui ont ce petit format, qui sont très sympathiques et toujours aussi bien voilà, référencés avec des informations neutres, je veux dire, qui effectivement avec un travail de vrais journalistes. Et vous avez droit à une séance de dédicace lors du pot. Nous avons une demi-heure avant la fermeture des locaux. Voilà, vous êtes chaleureusement invité à venir boire un verre. Voilà.